La pêche? La grosse pêche. Ok, salut à tous, c'est Nico de Minefield Bruxelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on accueille Leslie de Pitchpack. Salut Nico. Présente-toi un petit peu Leslie. Ok. Enfin présente-toi pour Pitchpack Voilà, plutôt. exactement, je représente Pitchpack. Je m'appelle Leslie, comme tu l'as dit, merci pour l'invitation. Pitchpack, qu'est-ce que c'est Pitchpack? Je l'ai créé ça avec mon épouse. Mhm. Et donc, on a créé une. En fait, au début, c'était Pardon. au début, c'était un projet autour du monde. Donc, le but, en fait, c'était vraiment de promouvoir les arts martiaux de manière éducative de par le monde. Ok. L'objectif de ce voyage, c'était d'aller chercher des infos, voir Mhm. comment on fait à l'étranger. Euh, bah, enfin, comment dire, avec des personnes qui utilisent les arts martiaux, que ce soit thérapeutique, que ce soit éducatif. Donc voilà, depuis on est rentré et on intervient dans plusieurs institutions et donc on présente les arts martiaux voilà, comme outil éducatif. Mais ouais, justement, parce que là, vous avez fait un premier projet. Oui. Il y a eu de fameuses aventures en chemin, parce que vous aviez prévu de partir à l'étranger. Vous Mhm. l'avez fait de toute façon, Oui, oui. mais entre-temps, il y a eu la naissance d'un enfant. Alors c'était avant. Oui, Ça, c'est vrai c'était que j'ai. avant. Mais on va parler un petit peu de tout ça, Oui, parce que chacun a un rôle. On va d'abord parler des rôles prédéfinis dans Pitchpack. Toi, tu as ton rôle via les arts martiaux, parce que tu viens de là, je pense, au départ. Et exactement. ton épouse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est de base, elle est diététicienne. Ouais, Et puis elle a eu un master en santé publique. Donc dans Pitchback, elle s'occupe de tout ce qui est logistique, réseaux sociaux, tout ce qui est administratif, promotion. oui, la promotion, pour chercher les sponsors, etc. etc. Ok. Euh, et alors, moi, voilà, je suis un peu plus sur le terrain, on va dire, Mhm. par rapport aux arts martiaux, effectivement. Parce que les arts martiaux, en fait, t'as commencé quand? Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser aux arts martiaux et puis ensuite de le transmettre? Ok, donc j'ai commencé, écoute, en regardant Jean-Claude Van Damme. Mais Il m'a purée, mais don- ça c'est la base, hein. JCVD. non, j'aimais bien les mangas, les Dragon Ball. Ouais, En ouais, fait, ouais, je évidemment, tout pense le que c'est monde. peut-être ma génération. Donc moi, je suis tombé à fond amoureux des arts martiaux. Donc à Ouais. 13 ans, j'ai commencé par du karaté. Donc j'aimais bien. En fait, à l'époque, j'étais un peu plus nerveux, donc ça me permettait de me canaliser. Puis j'étais dans un internat. Ouais. Et à l'internat, en fait, j'avais la possibilité d'aller boxer à l'extérieur. Et donc c'était ma sortie. Enfin voilà, je m'entraînais 3 fois par semaine. Et là, j'ai commencé la boxe anglaise. Donc là, j'ai pratiqué pendant toute mon adolescence. Et donc c'était vraiment un exutoire, vraiment pour me, bah oui, pour un peu, comment dire, extérioriser toute cette, Toute cette tout- colère. oui, cette colère. Enfin voilà. En tout cas, cette tension, quoi. Et alors après, en fait, ce que j'aimais bien au karaté, c'était tout ce qui était kimono, tu sais, le salut traditionnel. Moi, j'aimais vraiment bien. Mais pour moi, le karaté, c'était un peu limité parce que tu faisais pas. Ça dépend le type de karaté, hein, mais enfin voilà, on se rentrait pas dedans. Donc il n'y Mhm. avait pas cette notion de combat. Le combat n'était pas assez réel pour Ok. moi. Donc après, je me suis dirigé. J'ai trouvé au début de mes études universitaires, je suis tombé sur le Yosekan Budo. Je sais pas si tu connais. Non, je pense que tu m'en as déjà parlé, mais non, franchement, Et pas donc, en détail. donc c'est pas très connu. Et donc c'est un pote qui m'a dit ouais, le Yosekan Budo, c'est super complet. Donc je suis arrivé à Bruxelles et je me suis entraîné avec un gars. Et c'était tellement cool. Donc c'était super complet. Donc tu avais des kimonos, enfin je veux dire, tu avais ce côté très traditionnel des arts Ouais. martiaux et ce côté modernité des sports de combat. Et ça, c'était super intéressant parce que tu avais cette notion de combat que je recherche, de combat libre, parce que c'était très vaste. Tu fais du pied-point, projection, t'amènes au sol. Ouais. C'est une sorte de MMA, on va dire, mais Mais arts martiaux. voilà. Enfin, c'est plus Voilà. Et centré. en plus, as aussi la notion des armes traditionnelles, et donc qui est assez fun. Et maintenant que j'utilise beaucoup aussi dans mon métier, Ouais. c'est aussi les armes, je sais pas si tu vois, en Philippines. mousse. Enfin, Non, enfin, non, ça c'est le philippin. kali eskrima, Ouais, ouais. complètement autre chose. Et donc tu as cette notion de sabre japonais, de bâton. Donc tu as des combats aussi, donc tu es protégé, et donc tu as aussi cette notion de bâton. Donc, c'est pas, il y a le côté combat libre, pied-point, projection, combat au sol, Ouais. mais tu as aussi le côté arme traditionnelle que j'aime bien. Donc c'est super complet en fait, c'est ça qui est cool. Donc je suis arrivé là, le prof était, enfin il déchirait. Franchement, il avait la pêche. Donc moi,
Parce que j'avais à la base, je voulais faire d'autres, enfin j'avais entendu, et donc voilà, je suis resté. Et puis après, de fil en aiguille, lui, en fait, ce qui était cool avec lui, c'est il nous a dit allez faire des autres arts martiaux. Enfin, je veux dire, il était assez ouvert d'esprit. Il nous balançait dans des compétitions internationales ou dans plusieurs styles différents, que ce soit kickboxing, full contact, même kempo, enfin Yosekan Budo, qu'est-ce qu'il y avait eu, K1, MMA. Ouais. Enfin voilà, jiu-jitsu brésilien, grappling. Ouais, et il nous a balancé, enfin voilà, pas balancé, mais je veux dire, il nous a amené là-dedans. Donc ça nous a vraiment. Enfin, c'était super cool quoi. Parce C'est que, comme ça que tu t'es retrouvé chez les Red Kings en fait. Hein. voilà, et alors après, ben, je voulais, ben, le MMA m'attirait beaucoup, j'étais vraiment fan des MMA, et je voulais, ben voilà, ce que j'aime beaucoup dans les MMA, c'est une forme de combat libre, et donc tu peux t'exprimer, enfin de manière, Ouais, avec tes préférences. voilà exactement, si t'es très bon au sol, tu vas au sol, donc c'est vraiment un jeu d'échecs, donc c'est vrai que parfois ça peut être impressionnant de voir quelqu'un dans un octogone avec des grillages, mais c'est juste pour éviter de tomber. Ouais, c'est plus sécurisé qu'autre chose en fait, hein, quelque part. Hein. Ouais, exactement. Et en fait, voilà, c'est vraiment un jeu d'échecs, c'est super, enfin, c'est assez intellectuel, quoi. Ouais. Donc ça je veux vraiment bien, et c'est aussi réel, quoi. Donc si maintenant t'es pas prêt, bah, t'es dans la merde. Bah ouais, voilà, bah, c'est aussi simple que ça. Et donc, et donc, Ouais, donc faut je suis avoir la tombé pêche, quoi. sur, oui voilà, il faut avoir la Il pêche. faut avoir la pêche. Hein, Et je suis donc, tombé sur Chris, je sais pas si tu vois Chris Gulact. bien sûr, je vois. Et, Qui ne connaît pas Chris? et, euh, et donc lui, il a, et voilà, j'ai été, en fait non, j'ai été la première fois que j'ai fait du MMA, je suis arrivé chez lui. Je suis arrivé, je me suis juste présenté et je lui disais en fait dans une semaine je pars aux États-Unis. Et en fait j'étais c'est une des meilleures équipes au monde, la Jackson Wing. Je sais pas si tu vois John Jones, peut-être qu'ils sont connus. Ouais, si, bien sûr, John Jones, c'est réputé. Hein. Carlos Condi, tous des Cowboys Cerrone, Ouais. Holly Holm. Et donc moi ça a toujours été mon rêve. Donc C'est des combattants UFC, on est d'accord. à Hein. l'UFC, ouais, c'est vraiment. c'est ça, ouais, Ouais, ils sont très réputés. je pense que la Jackson Wing c'est au Nouveau-Mexique et c'est une des meilleures. Je pense, enfin, elle a été récompensée plusieurs fois la meilleure équipe des MMA au monde. Mhm. Et en fait, je me suis marié avec mon épouse à cette époque. Et mon rêve, ça a toujours été d'aller m'entraîner aux États-Unis, d'aller m'entraîner comme un pro. Et alors, à un moment, c'est vrai que je disais, et c'est toujours, après tu verras dans le projet, voilà, moi j'ai plein d'idées. Et donc ma femme m'a dit, écoute Leslie, prends tes couilles en main et fais ton rêve. Quoi. Donc elle m'a dit ça après qu'on soit mariés. Donc je suis parti plusieurs semaines là-bas, un peu plus d'un mois. Et, euh, et donc, voilà, juste avant, en fait, je m'étais introduit auprès de Chris. J'ai fait, voilà, je pars la semaine après. Donc, en soi, moi, j'ai commencé à faire du MMA à la Jackson Wing. Ouais. Et donc là, je me suis retrouvé du jour au lendemain. En fait, donc, j'avais envoyé mes vidéos parce que j'avais fait déjà beaucoup de combats dans différents styles différents. Et donc, ils avaient vu mes combats et donc, ils étaient intéressés par mon potentiel. Et donc, ils m'ont dit, ok, viens. Donc, je suis arrivé. Et donc là, du jour au lendemain, je me suis retrouvé le lendemain en sparring avec John Jones, par exemple. Ouais, Le quoi. gars, il me mettait une pêche et j'étais là, ok, c'est John Jones devant moi. Donc il y avait cette notion là-bas, enfin, tout le monde s'entraînait avec tout le monde, vraiment très. Donc je retrouvais les arts martiaux entre guillemets traditionnels dans le MMA aux C'est ce qui États-Unis. te convenait en fait. Ouais, et donc je vivais là-bas, donc il y a plein, tu sais, on avait des dortoirs. Donc, enfin, la moitié, enfin, je crois les trois quarts du dortoir, maintenant ils sont tous combattants de l'UFC, donc tu vivais avec eux. L'expérience était vraiment top. Et puis, enfin voilà, on s'entraîne 2 fois par jour. C'était vraiment top. Eux, je t'avoue, ils m'avaient demandé de rester. Mais enfin, le Nouveau-Mexique, Albuquerque, Ouais. c'est pas. Ouais, mais je me suis rendu hein, dans cette ville quand j'ai fait la route 66. Belle petite ville encore. Hein. C'est super cool, mais c'est un peu dangereux. Ouais. C'est un peu chaud. Ouais, c'est une très grande allée si je. Ouais. Et donc c'était un peu, et je me dis, ramener mon épouse là et construire ma famille là, j'étais pas trop chaud. Et on avait le projet à l'époque de partir vivre en Australie. Donc ma femme en fait avait trouvé un boulot dans la recherche à l'université de Sydney. Donc voilà, c'était un peu, et moi je voulais vraiment me lancer à fond dans les MMA et donc c'était vraiment ça. Et je t'avoue que ça m'a plus excité de partir vivre en Australie qu'Albuquerque. Albuquerque c'est super chouette, mais je voyais vraiment dans le fait de construire une famille là-bas, c'était un peu. Ouais, un peu tendu quoi. Oui, c'est un peu, enfin. C'était pas l'endroit idéal quoi. Voilà, c'est un peu, ouais, c'est chaud quoi. Okay. Je crois que c'est une des villes les plus dangereuses des États-Unis, de ce que j'avais vu. Mais bon, après les gens étaient super cool, enfin super gentils. Enfin, moi j'ai vraiment adoré. Tu sais, je vivais avec des gars de Mongolie qui étaient venus recrutés par l'UFC, qui leur payaient leur voyage là-bas. Et donc, allez, tous les matins, je mangeais leur soupe mongole.
avec tu sais, du chèvre, enfin, c'est une bouillie assez traditionnelle, un peu très forte, quoi. Donc on était enfin, j'étais vraiment immergé, enfin, c'était trop cool parce que tu avais des gars qui venaient de partout dans le monde, des personnes qui venaient de Chine, de Nouvelle-Zélande, d'Afrique, de l'Amérique du Sud. Enfin, moi, j'étais le seul Belge qui était là, mais j'avais la Tu pêche. nous as bien représenté, quoi. Et donc, à la fin, mon objectif a été atteint. Tout le monde disait la pêche, même John Jones, quoi. Donc ça, c'était cool. John Jones se disait la pêche. Il me disait la pêche, quoi. Mais c'est toi qui le lançais en plus. Exactement. Eh, la pêche ou quoi? La grosse pêche. Ah, j'aime bien. Et, et donc voilà, après je suis revenu avec mon vol en Belgique. Et donc là, on est parti, ben voilà, on partait en Australie. Et donc moi, le plan, c'était en fait de construire ma carrière de MMA en Australie. Ouais. Et pourquoi pas aller refaire des camps d'entraînement à Albuquerque, Aux États-Unis. voilà, et rester là-dessus. Mais on est parti le 22 mars. Donc je sais pas si tu vois, le 22 mars, il y a eu les attentats. Ouais, Donc tout là, à fait. en fait, Ouais, mais là, on est en train de parler de quelle année déjà? Ah ouais, je suis un vieux là. Ouais. C'était il y a quoi? C'était maintenant, je crois, ça va faire 5 ans en 2021, je pense. Ouais, donc C'était en c'était 2016, il me 2016, semble. ouais, 2016, ouais. Et, et donc on est parti à l'aéroport et en fait, allez, à 10 mètres, 15 mètres, la bombe a explosé. Donc, allez, si on marchait encore quoi, 5 secondes, on mourrait, quoi. Ouais. Ma femme et moi. Ma famille nous disait au revoir parce qu'on partait vivre complètement en Australie. Donc, eux, ma famille, ils ont vu l'aéroport complètement exploser devant eux. Heureusement qu'ils ne sont pas restés dans l'aéroport discuter, quoi, parce que c'était un peu chaud. Et donc voilà, après, c'était assez traumatisant. Je t'avoue que c'était super traumatisant parce qu'on s'est retrouvés. Ça a bien chamboulé notre life. Genre pour te dire, moi pendant 3 jours, j'ai plus parlé, tu vois, je parlais plus du tout. Mon épouse complètement, enfin voilà, elle parlait beaucoup. Et moi je savais plus parler, enfin j'étais choqué, quoi, je pense. C'était vraiment. Et donc bah, je te passe les détails, mais c'est vrai qu'on s'est échappé un peu du tarmac et tout, donc c'était un peu. T'as l'impression d'être dans une zone de guerre, tu sais pas ce qui se passe, t'entends des coups de feu. C'était juste après, en fait, il faut contextualiser, c'était juste après le 13 novembre Ouais. à Paris. Donc tu sais pas, prise d'otage, enfin, c'était assez. Franchement, c'était. Ouais, c'était chaud, quoi. Et donc après, bah, ma femme m'a dit oui, Leslie, il faut qu'on parte. Hein. Si on part pas, on partira jamais. Et donc 3 jours après, on a repris un vol d'Amsterdam en Australie. Et là, ça nous a vraiment fait du bien parce qu'on est parti complètement de la Belgique. Hein, c'était assez Ouais, donc vous anxiogène. avez en fait maintenu le projet de Voilà, l'Australie, ouais, quoi, ouais. en fait. Donc c'est plus grâce à ma femme, à Steph, parce que voilà, moi j'étais incapable de. Enfin, je te dis, j'étais vraiment en mode amorphe, quoi. Et, et donc on est arrivé en Australie quelques jours après. Et ça a vraiment remis en question toute notre vie, on va dire. Même moi, par exemple, voilà, moi j'étais vraiment pro MMA, je voulais être champion du monde. Enfin, j'étais vraiment à fond dedans, tu sais, vraiment. En fait, ça m'a fait relativiser. Je me suis dit, il y a quand même des choses. Voilà, on peut aller. C'est super bien, mais il y a d'autres choses que tu peux accomplir et je peux apporter plus de choses aux personnes, en fait. C'est ça que je me suis dit. Ouais. Et alors, avec mon épouse, donc, on a perdu tous nos valises. Et donc, voilà, on était mariés et tous les moyens de contraception se retrouvaient dans les bagages. Et donc, on l'a fait une fois, juste après les attentats. Et notre bébé, ma femme est tombée enceinte. Et donc là, nous, on a décidé vraiment. Voilà, on pensait enfant, on se disait c'était peut-être dans 1 an. On se mettait pas de pression, mais voilà, bébé, on l'a vu vraiment comme un cadeau du ciel. C'est après les attentats, bam, une fois, Ouais. le bébé. Et donc, et ça a tout chamboulé aussi toute notre vie parce que nous, on s'est dit, comment dire, même pour l'Australie. Pour la grossesse, c'était un peu compliqué là-bas de trouver des personnes pour. Vous êtes resté longtemps en Australie, en fait? On est resté 5 mois, je pense, en tout. Ah, quand 5 même, mois, ouais. ouais. Et donc, moi, je faisais du MMA là-bas. Et alors, après, on s'est dit que pour la grossesse, pour le mieux pour le bébé, c'est qu'on rentre en Belgique. Donc, on est rentré pour que tout se passe bien, pour être sûr, auprès de notre famille. Et donc, avec Steph, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une liste de 10 choses qu'on voulait faire avant de mourir. Ouais. Et donc, ça, c'était quand même. Parce qu'on allait être parents et on se disait, on veut encore faire nos rêves, on veut encore voyager, on veut encore faire plein de choses. C'est dingue parce que, en fait, quand on a un enfant, tu vas le dire de toute façon, c'est se dire, ça va être un empêchement pour réaliser tout ce qu'on a envie de réaliser.
Oui, et beaucoup de choses, oui, enfin après je t'expliquerai le processus, mais beaucoup de gens vont dire non, t'as un enfant, enfin C'est impossible, c'est impossible. laisse tomber. Et ça c'est pas vrai, parce qu'après donc on s'est dit ça, qu'on voulait nous encore faire un tour du monde, qu'on voulait encore voyager. J'ai toujours voulu faire enfin parce que de base j'ai ma formation d'éducateur spécialisé Ouais, tout à fait. comme toi Parnasse. Purée, t'as étudié mon CV. Et donc et donc voilà, j'utilisais déjà les arts martiaux, je travaillais en IPPJ en centre fermé, Ouais. donc ce qui est prison pour mineurs. Tu vois, donc j'utilisais déjà les arts martiaux mais éducatifs. Moi j'ai toujours voulu, ce qu'on fait maintenant, j'ai toujours voulu le faire, ça a toujours été mon projet. Dès que j'ai commencé mes études, dès que je me suis dit je veux faire les arts martiaux pour aider des personnes. Et donc quand on est revenu en Belgique, on a commencé à mettre en place ce projet Pitch Pack. Ouais. Alors pitch, la pêche en anglais, pack, la meute. Donc la meute à pêche, ça faisait aussi backpack, ça faisait voyage. Et voilà, on s'est dit comment on pourrait faire un tour du monde, mais pas en mode tour du monde et revenir et être au même point. Qu'est-ce qui pourrait nous construire, développer nos projets après. Donc on avait déjà cette vision un peu du moyen terme. Vous avez relié en fait plusieurs projets en même temps quelque part. Voilà, moyen long terme. Donc dans le sens où on s'était dit, voilà, qu'est-ce qui va faire pour nous, enfin on a un objectif et qu'est-ce qui va nous amener là-bas, enfin qui va pas faciliter mais on va réussir à atteindre cet objectif. Et donc ma femme qui est spécialisée dans la santé publique, dans la recherche, donc on a vraiment commencé en fait pendant 2 ans on a travaillé ça, donc le petit est arrivé. Et voilà, c'était qu'un projet, on l'a dit à personne, même pas propres parents, on leur a rien dit. On a tous été un peu surpris, je pense. Hein. Et voilà, donc j'ai vraiment rien dit, j'ai repris un travail toujours dans l'aide à la jeunesse. Et puis après, je suis devenu prof au Parnasse aussi maintenant. Ouais, ça j'ai appris. Depuis 4 ans, prof. Donc, tu vois, j'ai eu des opportunités super. En lien aussi, hein, tu vois, donc c'est en lien avec Pitch Pack, Enfin voilà, tout se met bien, donc ça c'est cool. Et pour revenir au projet, donc voilà, pendant 2 ans, on a essayé de monter ça. Comment trouver qu'est-ce qui est intéressant d'aller voir à l'étranger, comment on fait. Donc on a été se former chez des gens qui font des vidéos, parce qu'on voulait vulgariser l'info. En fait, nous, le but, c'était vraiment une recherche de pouvoir montrer comment les arts martiaux peuvent aider des personnes à travers le monde. Et mettre en lumière certains projets, Et donc on a été se former chez tout ce qui est vidéo, on ne connaissait rien, ce qui est photo, ce qui est promotion, réseaux sociaux, enfin voilà, on a mis ça en place, parce que nous on voulait vraiment faire une sorte de chaîne YouTube pour que les gens puissent regarder la vidéo, nous suivre. Et là actuellement vous en avez une? Oui, toujours. On la transmettra, ça marche, on la mettra en avant. Oui, donc c'est Pitch Pack, de Pitch Pack. Ouais. Et donc en fait dans chaque pays on faisait un épisode. Alors le but des épisodes c'était de pas faire que des arts martiaux, parce qu'on voulait intéresser des gens qui ne connaissent pas les arts martiaux. Donc on a mixé voyage, famille, parce que voilà, il n'y a rien à faire, les gens s'attachent à une famille. Ouais, c'est vrai. Et alors arts martiaux. Donc on a essayé de faire des épisodes, grosso modo de 10 minutes, et qui mixaient les trois, donc avec des interviews d'intervenants rencontrés sur place. Et donc voilà, le projet, on a commencé à chercher des sponsors. Plein de gens nous ont dit, déjà tu dis arts martiaux, que ce soit même moi dans mon boulot, tu dis arts martiaux, les gens ils sont en flip, hein, bizarrement. Voilà, oui, exact. Et pourtant, les arts martiaux, c'est pas des sports de combat non plus. Voilà. Même MMA, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. T'imagines alors si tu dis MMA, quoi. Ce que je dis souvent à mes étudiants, je fais, si vous voulez présenter un projet dans une institution, faites arts martiaux traditionnels. Mais c'est triste, hein, quelque part, hein, parce que ça représente pas les valeurs que ça peut transmettre. Parce que comme tu dis, les sports de combat, tu peux avoir un prof super génial, super éducatif, super respectueux, plus quelqu'un qui fait des arts martiaux traditionnels. Bien sûr. Et qui est complètement pourri, par exemple, et vice-versa. Donc tu peux pas faire de généralité. Et donc oui, c'est vrai que tu as cette image un peu qui fait flipper les gens. Et donc nous, pour aller débloquer du budget pour la santé, je sens que c'est la grosse pêche, quoi. Mais moi, j'ai toujours la pêche, quoi. Ça, c'est parce le repas, ça. Tu as fait 16 kilos, kettlebell, toute la night, c'est ça. Je le sais, Nico. 16 kilos warm-up. Exactement. Champion du monde, hein, les gars. Champion du monde, hein. Kettle. Mais trop de valeur. C'est lui qu'on met en avant, c'est pas moi. Ouais, bon. Et alors, après, on a commencé à construire. On a fait... qu'est-ce qu'on a fait Allez, on a été chez plein de gens nous ont un peu dit... il y a eu le tour de l'Asie, un moment Non, avant, je te parle encore du projet de la mise en place. Excuse-moi.
Ça, c'est les warm-up. Hein. Ouais, Ça, parce ça que casse. j'ai plein de trucs là en tête, hein. J'ai plein de questions parce que moi je connais un peu le parcours. Ah ouais, le ok. parcours. Et donc, je vais faire bref. Et donc, on a commencé à chercher des sponsors en Belgique. Et plein de gens nous disaient, c'est impossible, vous avez un enfant. Vous allez partir. Parce que voilà, Liam, notre fils, Ouais. il avait 2 ans qu'on est parti. Quoi. Tout le monde nous a dit, mais c'est impossible, nanana, une famille. Non, enfin. Et voilà, on a fait plein de choix par rapport à notre fils. Et maintenant, voilà, on voit que ça. Enfin, pas que ça paye, mais je veux dire, on voit le. Vas-y, Excuse-moi, je te Coupe-moi. coupe, mais quand il y a eu cet enfant là avec les 2 ans et que vous entendiez à chaque fois, ouais, mais c'est impossible, etc., etc. Est-ce que justement ça n'a pas été un facteur de motivation et d'inspiration pour dire aux autres, mais tu vois que c'est possible en fait, avec un enfant ou pas, il y a moyen de faire des choses. Il faut arrêter de dire que ça casse complètement la vie. Changer la vie, oui, je pense que tu es le premier à le dire, mais que ça détruit vos projets parce qu'il y a un enfant. C'est comme si on disait que quelque part c'est un cadeau, mais que c'est un cadeau empoisonné. Et je pense que tu as voulu changer un petit peu l'image qu'on donnait. Oui, parce que c'est ça, enfin, dans plein de choses, c'est comme même les arts martiaux, même quand tu fais des projets, les gens sont un peu Ouais, réticent. réticents. Je sais pas si c'est. Enfin, voilà, par exemple, si tu vas aux États-Unis, tu vas dire ça, mais ils vont être là, waouh, ça déchire, ouais, super. Même si tu te plantes, c'est pas grave. Et ici, je pense, je sais pas si c'est francophone, parce que je sais pas si c'est en Belgique ou en France. Enfin, j'ai l'impression que c'est une mentalité francophone. Les gens ont du mal à se lancer, et donc c'est de l'entrepreneuriat en fait. De pouvoir, même que ce soit n'importe quel type de projet, les gens sont bloqués, tu vas sortir du cadre, les gens vont se dire, allez, reviens. Parce qu'à cette époque, j'étais prof, donc Ouais. prof en haute école, donc mes parents, ils étaient super fiers, ouais, j'avais quoi, 27 ans, j'ai commencé à 27 ans, 28 ans, 27 ans. J'ai quel âge, 26. Non, 26, j'ai commencé à être prof à 26 Ça, ans. c'est quand on commence à chercher, c'est pas bon signe. Hein, Voilà, le ouais, soit c'est t'es ça. Les fatigué, cheveux tu manques de cheveux pêche, blancs, mais ouais. kettle, Ah, tu là, vois. c'est fini là. Prochain- Voilà, j'ai plus la pêche. Mais t'inquiète, les cheveux blancs paraît que c'est signe d'intelligence. Donc, C'est bon ça. Et donc, et en fait, voilà, et donc, moi j'étais prêt à quitter mes boulots quoi, pour faire ce projet. Et peut-être que si j'étais revenu du tour du monde, ben, j'aurais peut-être eu rien. Tu vois, en fait, c'est ça, c'est quand on est dans un cadre où c'est un cadre confortable. Tu es prof en haute école, ouais, c'est sûr. tu as une femme, voilà, tu as mis en place déjà certaines choses, mais pourquoi est-ce que tu as envie de sortir de cette zone de confort? C'est bon, on va faire un petit voyage de 2 semaines, reviens, refais un deuxième congé, repars, etc. Non, tu as vraiment changé Ouais, toute la donne, quoi. et je pense, mais comme dans les arts martiaux, quand dans un combat, si tu restes dans ta zone de confort à l'entraînement, ben, au combat, tu seras Ouais, ben si tu tombes sur... quelqu'un qui est plus fort que toi et qui te sort de cette zone, bah, si tu n'as pas l'habitude, ça va pas. Donc cette zone, le fait de sortir de cette zone de confort, ça t'apprend, en fait, c'est un apprentissage dans la vie. Tu deviens un meilleur humain, tu vois ce que je veux dire. Et Ouais, donc c'est ça. c'est... Enfin, moi, je trouve, ça m'a t'a ouvert amélioré, les yeux, quoi. ouvert les yeux, ouvert l'esprit, donc... Et alors après, bon, petit à petit, on a commencé à être médiatique. On a eu des médias qui se sont intéressés avec nous. Et par exemple, on a commencé avec un crowdfunding, tu vois. Ouais, je me rappelle très bien. Et donc c'était drôle parce que c'était avec une plateforme KissKissBankBank, je pense, c'est ça. C'est ça, KissKissBank, je sais Ouais, plus. bah écoute, je sais pas, ou alors tu confonds avec un autre site. Non, je crois que c'est ça. Ouais, t'es sûr? Non, c'est KissKiss. Bah écoute, tant mieux. KissKissBankBank, je pense, c'est ça. Kiss Bang Bang. Juste- Sinon, je suis là coupé. Non, je pense. On mettra un bip. Ouais, je crois que c'est un truc KissKiss. Bref. Et donc ouais, c'est vrai que le nom comme ça paraît un peu foufou. Pour le crowdfunding, ouais. Voilà, Ok. super, participatif. Et donc t'as un coach qui te coach, qui dit voilà, il faut faire ça, il faut harceler les gens, enfin, il faut leur envoyer des mails, enfin, il faut faire chier. Je t'ai envoyé 50 mails, je me rappelle. Je me rappelle très bien aussi. Donc, J'ai voilà, répondu au bout du et 50e. il m'a jamais répondu. Et donc, et alors et donc voilà, il disait, donc il te propose un objectif de montant. Et donc c'est vrai qu'elle nous avait dit, le mieux c'est 6 000 euros. Et alors moi, à la dernière minute, j'ai dit à ma femme, à Steph, j'ai dit, ah, viens, on va prendre 12 000. Et donc, c'était un peu, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'était un peu bête, je pense qu'on aurait dû faire 6 000. Bon, on a réussi à faire 12 000 pour finir, mais ça nous a mis une pression de dingue. Pendant 2 mois, Et alors là, on a été chercher des privés, des entreprises privées, donc grâce à ça, en fait, on est arrivé. Et donc, dès qu'on arrivait à faire 12 000, alors là, les gens se sont un peu, ah oui, ok. Ça, et puis après, la RTBF Radio nous a interviewé, les Belges au bout du monde. Donc, on a eu une petite interview sur Vivacité, et je pense la première. Donc là, déjà même mes propres parents qui étaient là, ah oui, ok, maintenant ça devient médiatique. Et alors, en Stummeling, on avait
En fait, marrant, comme les parents ont toujours besoin de, tu sais, qu'il y ait l'aspect médiatique pour dire, c'est fou, hein. c'est pas mal. Mais en fait, Ouais. c'est ça, c'est qu'au début, on te prend pour un fou, Ouais. et puis après, tu deviens un génie, en fait. C'est ça. C'est un peu ça, ouais, parce que allez, enfin, c'est le même projet, tu vois, c'est Ouais, la mais même c'est chose, la exactement même ça. structure. C'est juste que tu as montré qu'à un moment, ce qui paraissait impossible est devenu possible. Exactement. Et alors, et donc voilà, et après, en fait, on a été contacté par RTL TVI. Ouais. Et donc là, donc ça, on n'avait pas, parce qu'on avait, voilà, on pouvait rien dire, on est dans une confidentialité. Et donc ça, après, en fait, eux, ils avaient prévu de nous rejoindre. Donc en fait, enfin voilà, ils nous ont contactés par les réseaux Ouais. et ils ont dit ah ça a l'air chouette votre projet. On a rencontré la présentatrice à l'époque. Ouais, Et, la jeune maman, la blonde, hein, c'est ça. Ouais, Émilie J'ai Dupuis, oublié. elle est super Voilà. cool. Voilà. Et alors après, on est reparti de là. On ne savait pas s'ils nous avaient choisi, et puis entre-temps, ils nous ont choisi. Et alors après, on avait aussi une émission à la RTBF, radio, au Japon, en fait, qui était prévue. Donc voilà, ça fait déjà, on a eu un article de journal, ou plusieurs même, je pense. Et donc, rien à faire. Les gens ont commencé à se dire, ah ouais, ça... Et donc, t'imagines que c'est le même projet, c'est la même chose, c'est les mêmes deux personnes qui créent ça, et que... Voilà, médiatiquement, là, ça prend tout un sens, même mes propres... allez, mon boulot, limite, ils étaient limite intéressés. Ah ouais, c'est génial. Tu vois, donc peut-être que si j'avais rien, ils m'auraient dit, j'en sais rien. Mais tu vois, ça fait quand tu vas négocier ou quand tu vas bluffer, parce que parfois on a dû bluffer auprès d'entreprises pour avoir des sponsors, ben, il n'y a rien à faire, ça rajoute du... Mais vous avez dû batailler quand même. Parce qu'au début, il y a tout le monde qui fait ouais, non, c'est pas intéressant, ouais, non, ça marchera pas. Ah ouais, on veut vous payer un tour du monde, on veut payer un voyage. C'est ça qui avait. Je me rappelle, il y avait un gars de Fédération Wallonie-Bruxelles, que je connaissais parce que j'avais fait des arts martiaux, et je lui ai expliqué et tout. Parce qu'après, je lui disais, mais ça va être une ASBL, parce qu'après, voilà, on va faire ça. Elle a dit non, désolé, je peux pas te donner des subventions, ça fait trop, je veux pas te payer ton voyage, quoi. Et donc, même après ça, ben, on a quand même continué à faire plein de. Parce que si tu t'arrêtes, tu fais plus rien. Et donc, on a continué, et puis après, on est parti en janvier. Il y a 1 an et demi, quoi. Ouais, c'était ça. Ça va faire 2 ans en janvier. Ça va faire 2 ans en janvier, donc c'était 2018, 2019. Ouais. Hein, donc c'est tout récent. Ouais, il y a eu énormément de voyages en plus. Hein, parce Voilà, que là, maintenant, on en arrive à l'Asie. Voilà, exactement. Donc il y avait Liam, 2 ans. Oui, 2 ans. Magnifique. Est-ce qu'on a vraiment expliqué quel était le projet concrètement ou pas? J'ai l'impression qu'on parle de plein de détails. Mais est-ce qu'on l'a... Ouais. Au tout début, Okay. mais peut-être leur dire, on peut le redire. On va leur dire hein, de toute façon. Donc le projet, c'est de transmettre des valeurs via les arts martiaux et faire découvrir les arts martiaux aussi bien pour les personnes qui n'en pratiquent pas que d'autres. Mais de toute façon, on le remet à la fin du podcast. Redire, hein. Ça, c'était rapport autour du monde. Oui. C'était pour découvrir tous les autres types d'arts martiaux au travers du tour du monde. Oui, je vais réexpliquer. Sinon, au pire, on le rebalance à la fin, sinon... Et alors, voilà, l'objectif du tour du monde, c'était vraiment dans chaque pays d'aller promouvoir les arts martiaux utilisés de manière éducative. Et donc, on voulait faire cette recherche autour du monde et de pouvoir après la vulgariser et de pouvoir la transmettre, transmettre les valeurs martiales et éducatives ou bien thérapeutiques auprès du grand public. Mais c'est parce que c'est assez dingue, parce que tu as fait des expériences que jamais tu aurais su faire en Europe, je pense. Je pense notamment au fait que tu as fait le sumo. Ouais, exactement, ouais. Hein, c'est considéré comme un art martial, le sumo, non? Oui, c'est un art martial, mais c'est super traditionnel, ça, je pense, ça date de plus de 2000 ans. Il y a des images de ça, en fait. Où on refusait que tu filmes avec le sumo. Qu'on refusait Est-ce que tu as des images sur ta chaîne YouTube, Pitchpack du sumo? Ouais. En plus, c'est notre vidéo là, qui a mieux marché. Ouais, mais attends, c'est normal, hein, c'est pas tous les jours que tu vois ça. Et en fait, non. Et donc, nous, ce qu'on a été chercher, parce que moi, j'aime vraiment bien le sumo, je trouve que c'est vraiment un chouette, c'est un chouette art martial. Et en fait, nous, au Japon, il y a vraiment. L'image de la femme est un peu. C'est un peu une société très machiste, on va dire, pour faire bref. C'est plus complexe. Hein. Mais, et donc, par exemple, pour t'expliquer, il y a eu une situation, je crois, en 2017. Il y a eu, en fait, donc, les sumos, quand ils combattent, ils sont sur le domyo, en fait, ça s'appelle. Donc, c'est un sanctuaire. Enfin, c'est une arène de combat. C'est un espace de combat qui est sacré. Donc, en fait le sumo vient de la religion shintoïste.
Et donc c'est plein de rituels shinto en fait. Ok. Et donc quand tu les vois taper, tu vois par exemple comme ça, c'est pour enlever les mauvais esprits et tu vois, ils purifient le daimyo. Je sais pas si t'as déjà vu. Donc c'est très ritualisé. Et donc à un moment il y a eu un arbitre, qui est un officiel, qui a eu une crise cardiaque. Donc il y avait quelqu'un dans le public qui était, je pense, infirmière, qui pouvait le sauver. Elle a été, donc c'est une femme, et donc elle a été vers cette arène, donc, ils lui ont dit non, parce que la tradition est plus forte que ça, quoi, tu vois, pour te dire l'image. Donc ils préféraient, entre guillemets, pour finir, ils l'ont enlevé, et puis il a été sauvé. Mais t'imagines que là, pour eux, la tradition était... Enfin voilà, tu sens déjà le côté un peu, allez, vraiment du machisme, enfin c'est très machisme. Parce que j'avais eu un podcast là, avec Bao, qui expliquait que au Japon, bon après l'un ne va peut-être pas, enfin l'un va peut-être avec l'autre, que le Japon, les gens sont très respectueux là-bas en fait. Ah oui, ils sont hyper respectueux. Donc enfin je veux dire, genre, ça déchire. C'était un de mes pays que j'ai préféré dans ce tour du monde, enfin dans tous les pays que j'ai fait. Mais qu'il y a une culture par contre qui ouais, en fait, c'est super. En fait, c'est enfin, c'est complètement à l'opposé ici. Enfin, allez, genre, tu vas prendre le métro, et tout le monde va être en file indienne. Enfin, c'est très. Si t'es perdu dans le métro, ils vont t'aider. Enfin, ils sont super. Enfin, je veux dire, dans le sens. Tu sais, à un moment, on a perdu la valise de mon fils dans le train venant de l'aéroport. Avec tout, il y avait vraiment ses dessins. Ouais, ça, c'est une anecdote, ça, non? Ouais, exactement. Et notre fils, enfin, on a vu ça le soir qu'on arrive à l'appart où on était. Enfin, on était enfin, notre fils, s'il voyait ça, Liam, il aurait fait. Ça aurait été très difficile pour lui, quoi. Et donc, le lendemain, j'étais chercher le matin super tôt dans tous les métros Tokyo, je me perdais. Enfin, on venait d'arriver. Hein. Et donc, je suis arrivé là, et donc, les gars, ouais, donc ils ont. La valise a été sauvée, quoi. Donc voilà, mais t'as ça en Belgique, elle est volée, quoi. Enfin, ou peu importe dans les pays occidentaux. Ça, c'est quand même un truc de fou. Hein. Ah ouais, c'est un truc de dingue. Parce que. Et donc voilà, après le lendemain, moi je suis revenu, et Liam il se réveillait parce que j'avais été super tôt et j'avais la valise, quoi. Donc il était super content, quoi. Enfin, on lui a dit à ce moment-là, quoi. C'était chaud, quoi. Parce que oui, les gens ne parlent pas. Et là aussi, si tu parles anglais, ils parlent pas super bien anglais. Donc c'est vrai, donc voilà, ils parlent japonais. Et voilà, l'anglais, enfin, voilà, c'est très dur, pas très dur de rentrer en contact, mais ils vont t'aider, mais enfin voilà, ils sont très patriotiques. Et donc, et voilà, même pour rentrer en contact avec les sumos. Oui, là c'était une étape hein, quand même. J'ai envoyé mes full mails, enfin même je faisais Google Trad, mon texte en français, japonais. Personne ne me répondait, quoi. Bon, peut-être c'était pas bien écrit, hein, sûrement. Et donc en Australie, parce qu'avant on est passé en Australie, j'ai rencontré un gars que je m'entraînais en jiu-jitsu brésilien, et le gars était japonais, et donc lui, il m'a dit, je lui ai parlé un peu de notre projet, il a dit, ah ouais, bah écoute, donne-moi tes coordonnées, je vais envoyer le mail. Et eux, ils lui ont répondu le jour même, quoi, t'imagines? Donc, c'était assez particulier, parce que nous, pendant un an, on a cherché à faire des mails et tout. Et puis là, tu rencontres quelqu'un par hasard, et bam, d'un coup, ça tombe, quoi. Et donc ça, c'était vraiment... comment dire, c'était vraiment... C'était la chance de ta vie, quoi, quelque exactement. C'est ça que je me dis, après, tu forces... tu forces la chance, je pense. Et à un moment, ben voilà, ça te tombe dessus. Et donc on a été voir le sumo femme. Et donc le sumo femme, donc il y a des filles qui font du sumo de manière amateur, parce que le sumo professionnel, c'est réservé qu'aux hommes. Ouais. Et donc voilà, c'est un peu... ça va à l'encontre de la tradition. Mais ces filles, parce qu'on a été en fait suivre à Kyoto une équipe secondaire, elles avaient entre 15 et 16, elles s'entraînent 6 jours semaine, quoi. Elles sont à fond elles font des championnats. On a pu aller voir le championnat du Japon pour le sumo femme, quoi. J'étais le seul étranger là-dedans, mais c'était assez comique, quoi. Et donc tout le monde voyait et tout. Donc j'avais ma carte presse et tout, c'était assez comique. Et donc après, voilà, j'ai eu la chance. Donc il y avait l'équipe universitaire de Kyoto qui s'entraînait après les filles. Donc voilà, et en Asie, ils ont eu un respect considérable auprès des pratiquants d'arts martiaux. Donc dès que tu dis que tu as fait des combats ou quoi que ce soit, bah, ils sont vraiment, ils respectent, ils sont vraiment, tu sens vraiment, c'est comme si ici tu dis que tu fais du foot à haut niveau, quoi. Ouais. Tu vois, ils sont vraiment respectueux et plutôt admiratifs. Et donc j'ai proposé, après l'entraînement, j'ai proposé au sumo homme
je peux faire l'entraînement. Donc là, j'ai commencé. Bon, donc là, j'ai pas filmé parce que j'étais seul à ce moment-là. Et donc j'ai fait tout un entraînement avec des sumos. Je crois qu'il n'y a jamais eu. Là, ils m'ont dit que c'était la première fois qu'ils acceptaient un occidental. Et c'était parce que, voilà, par mon parcours martial d'avant et aussi après avec le projet. Et donc voilà, et donc c'était pas des sumo professionnels, c'était semi-pro, on va dire. Ouais, mais quand même, c'est quand même du Ouais, lourd quelque part, c'est un truc de du malade. lourd, tu peux le dire, quoi. Ils étaient entre plus de 100, entre 120 et 150 kilos, quoi. Ouais, facile quoi. Ici, on appelle ça un strongman. Voilà, exactement, ouais, et donc voilà, moi je fais quoi, 85 kilos, j'avais l'air d'un clown à côté. Ouais, t'avais Et l'air de super JCVD respectueux, quoi. ouais, un peu, quoi. Vraiment, Ouais, normal. c'était pas Steven Seagal, quoi. Et, et donc voilà, c'était une expérience de fou parce qu'après, voilà, j'ai pu lutter. Et encore eux, ils nous suivent super. Ils nous suivent super. C'est bon, c'est bon. Steven Seagal, ouais, j'avais complètement oublié qu'il existait encore. Ouais, moi aussi, ouais. J'y ai pensé là vraiment. Et, Et donc, ouais, parcours sumo. et alors, et donc voilà, et encore toutes ces communautés sumo, ils nous suivent à fond sur les réseaux encore, ils sont super, enfin ils nous envoient encore des messages. Donc dès qu'on est rentré en compte, maintenant voilà, je pense que si on arrive, on retourne au Japon, on serait accueilli. Il y a encore des nouvelles, alors que ça fait 1 an et demi. Ouais, oui, voilà. Et Ouais. c'est eux-mêmes qui t'envoient encore. Ouais, parfois sur les photos, enfin tu sais, Instagram ou des trucs comme ça, ils vont liker ou commenter. Ça en révèle beaucoup quand même sur la mentalité enfin, au Japon quoi en tout cas. Ouais, mais partout en Asie, ils ont une mentalité très, enfin voilà, très 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 respectueuse. C'est vraiment, enfin voilà, c'est super bien quoi. Et il y a d'autres projets. Projet. Alors donc voilà, on a fait Pitchback quoi. voilà, notre tour du monde. Ouais. Donc peut-être je peux expliquer tout le tour qu'on a fait en fait. Bien sûr. Bien sûr. Explique tout et balance Donc, la pêche. on avait d'abord été à Arlon. Je sais pas si tu connais. Ah, Arlon. À Durbuy, pardon. Ah, Durbuy, je connais. La plus petite ville au monde. Ouais, pour la culture générale. Ah, exactement. Seb, qui est derrière la caméra. Qui est la plus petite ville du monde. Oui, c'est chez nous. Mais... Voilà. Et donc, on est parti en Thaïlande. Donc là, on a été voir les enfants boxeurs qui, à partir de 6 ans, boxent pour survivre, pour payer... Ouais, parce qu'ils sont rémunérés en fait. Et des fois, ils ont c'est des trucs de fou, des 300 combats. Enfin, bref, c'est des trucs on a suivi un gars, il s'appelait Little Boss, et il s'appelait O. Donc c'était son prénom. Et donc lui, il avait quoi, je crois 10 ans, 80 combats quoi. Non, attends, non, pas lui. 10 ans, il avait 40 combats. Donc c'est drôle parce que tu vois, parfois ici, on a après 3 combats, ils sont. Et c'est vrai, là, ça te met aussi un truc. Ils combattent sans protection. Et donc c'est. Et il y a eu beaucoup de critiques du monde occidental par rapport à cette pratique-là, qui est là-bas ancestrale et qui est traditionnelle, et qui est un peu jugeante en disant, enfin, ils contextualisent pas la chose en disant, ben voilà, ils vont avoir des. C'est sûr que du sparring, quand ton cerveau. Enfin voilà, c'est dans une phase pendant que tu es enfant et ado, ben, ton cerveau se construit. Donc c'est sûr que si tu répètes des chocs, traumas, ben voilà, il y a des conséquences, des séquelles pour l'avenir. Donc, mais comme tu as dit, il faut contextualiser. Je veux dire, voilà, en gros, il y a certaines étapes. À un moment où tu arrives dans ta vie, ben, c'est marche ou crève. Voilà. Et donc là, ils ont, ouais, voilà, comme tu dis, ils ont une réalité que c'est soit de ça, soit ils travaillent au champ, soit ils vendent de la drogue. Enfin, surtout, ils se prostituent. Donc voilà, qu'est-ce qui est mieux? Enfin, voilà. Et donc, nous, on arrivait vraiment avec cette, voilà, sans jugement et dire, voilà, essayer de recueillir qu'est-ce qu'il y avait, la situation là-bas. Et voilà, et donc c'est une fierté, hein, là-bas, c'est la boxe thaï, ouais, mais c'est le football ici, quoi. Hein. Ouais, c'est même plus, Dieu, quoi. Enfin, je veux dire, ouais, si tu remportes... je sais pas si tu vois, il y a un grand athlète belge, Youssef Bouganem, mais son frère aussi. Hein. Ouais, aussi, qui, je pense, qui vit là-bas. Et Youssef Bouganem, c'est une légende là-bas. Enfin, ce qu'il a fait en Muay Thai, enfin, c'est incroyable. Ouais, c'est une légende. Il n'y a pas d'autre mot. Et là-bas, je pense que maintenant, je pense qu'il revient en Belgique, donc commence, enfin, à avoir je pense qu'il y a son académie au Palais sa juste valeur. Mais en Thaïlande, enfin, tu dis Youssef Bouganem, partout et tout le monde le connaît, quoi. Tu vois, donc pour te dire, c'est vraiment assez incroyable. Et donc après la Thaïlande, on est parti sur, on a fait une escale en Malaisie, mais là on n'a pas, enfin, on avait raté un avion, donc on est resté plus longtemps là-bas. Donc il n'y avait pas vraiment. Ça fait partie du projet. Voilà, exactement, quoi. Et
et je n'étais pas en retard, donc c'était pas pas de ta faute. Exactement. On jette pas la C'était à pierre. cause de l'avion. Et alors, c'est ce qu'elle a demandé qu'on dise. non, c'est vrai. Et donc, pour une fois. Et donc après, on est parti aux Philippines. Et donc là, on a été voir le Kali Eskrima de notre cher David Bertrand. Master Dave. Master Dave. Je l'expliquerai un jour. Si un jour tu l'as en podcast, demande-lui pourquoi Master Dave. Ok, ça tu sais le marquer parce qu'un moment ou un autre il viendra en podcast Ah justement. oui, Master Dave. Enfin bref. Et donc le Kali Eskrima qui est l'art martial philippin. Et donc tu as tellement d'îles là-bas, je crois qu'il y a plus de 5000 îles aux Philippines. Et donc chaque île, chaque famille a limite son style d'arts martiaux. Donc c'est vraiment super complet. Donc c'est fort, quand tu vois le Kali, c'est fort avec bâton. Ouais. Et donc voilà, on a été rencontrer un grand maître, 85 ans il avait. Enfin, là maintenant il doit avoir 87. Et voilà, il pratiquait. Enfin, c'est super inspirant de voir un gars pratiquer. Donc lui, il pratiquait le Kali Eskrima. Et voir un peu. Et donc nous, on était un peu plus. On était à Cebu City. Et donc on se disait, parce qu'il y a une grande pauvreté là-bas. Et on se disait, comment le Kali va pouvoir faire. Sortir des personnes, par exemple, du bidonville. Donc on était vraiment là-dessus. Et en fait, non, lui, dans son club, c'était plutôt l'élite philippin qui allait. Enfin, l'élite, c'était vraiment de bonne famille. Et en fait, il faisait du Kali Eskrima. Pourquoi ? Pour aller contre les écrans. En fait, les gens... Là-bas, en fait, c'est un des pays au monde, on a appris ça, où il y a les jeunes de là-bas, les personnes, utilisent le plus les écrans. Donc que ce soit GSM et tout. Et donc, ils sont vraiment scotchés à leurs écrans. Donc à cette époque-là, je sais pas, on avait vu un article qui disait que c'était un des pays où il y avait vraiment c'était vraiment problématique, quoi. Et donc là, le Kali Eskrima était utilisé pour justement être contre les écrans. Donc on était parti, tu vois, comme une idée, et on arrivait à complètement autre chose. Et alors, et là, c'était cool parce qu'à un moment là, on a rencontré des gens, des jeunes qui issus des bidonvilles. Et donc là, après, voilà encore un hasard, on va dire. Le hasard peut-être fait bien les choses. Fait bien les choses. Et j'ai pu entraîner des gosses assez bidonville, mais vraiment d'une pauvreté extrême. Et là, c'était vraiment un échange. Enfin, je veux dire, c'était magique. Ça, on l'a pas filmé non plus parce que voilà, dans l'instant, les entraînements qu'on faisait, on voulait pas. Et des fois, ça vient de manière instinctive Voilà, aussi. Et puis, mais c'était vraiment, ça, c'était un de mes meilleurs souvenirs parce qu'ils avaient rien et tu voyais que même ce que tu leur apportais, ils avaient des étoiles dans les yeux. Et que parfois ici, je donne cours à des jeunes, des jeunes délinquants, par exemple l'IPPJ, ou ils ont le RAF, quoi. Tu vois. Et donc, c'était vraiment ce côté-là où tu voyais vraiment des étoiles. Tu leur donnais un peu tout l'or du monde, quoi. Ils étaient heureux comme jamais, quoi. Et tu dis, mais eux, ils ont dans la pêche, quoi. Parce qu'ils ont de l'attention. Parce qu'ils ont rien. Oui, voilà, l'attention, on faisait. Et donc, c'était assez magique. Et parce que voilà, là, tu as une réalité aussi aux Philippines, c'est que tu as un dirigeant qui est assez, très dur. Et donc, si tu vends de la drogue, ils viennent chez toi. Ils te disent, bon, Nico, on sait que tu vends de la drogue. Si la semaine prochaine, tu n'arrêtes pas, on te tue. Donc, ils viennent t'assassiner. Donc, la police t'assassine. Et donc, après, tu as des guerres entre polices, parce que tu as la police corrompue et tout. Et donc, tu as... Enfin, voilà, il y a un jeune qu'on s'est entraîné. Lui, je crois, une semaine après, a été assassiné parce que... Il a conduit un des clients, enfin lui il n'était pas dans l'île, c'était juste un, comment on appelle ça, quelqu'un qui conduit, un chauffeur, et il se fait tuer par la police, quoi. Tu vois, donc t'as une réalité, là t'as vraiment une réalité de dingue. Et donc après là on est parti en Australie, donc là on connaissait déjà, et donc on a été voir, c'est super intéressant, c'est de la boxe anglaise pour la maladie de Parkinson. Je crois qu'il y avait quelques vidéos de ça, non ? Oui, ouais. Tout ce que je te dis, dans chaque pays, il y a des vidéos. Et donc là, vraiment, la boxe était utilisée de manière, pas thérapeutique, parce que ça ne soigne pas, mais ça permet de ralentir la vitesse de la maladie. Donc par exemple, il y en avait un, grâce à la boxe, après 3 semaines, pouvait refaire ses lacets. Donc c'était assez impressionnant. Donc effectivement, c'est tout ce qui est boxe anglaise, mais sans les sparring, évidemment. Ouais. Parce que... Voilà, c'est un peu délicat, quoi. Et après, nous sommes partis en Indonésie, à Bali, exactement. Ouais. Donc là, on était voir... En fait, là, on a... Bali qui est très connu, hein. Ouais, à fond. Et donc là, la Green School... En fait, c'était vraiment le projet de la Green School, qui est l'école, une des plus vertes au monde, qui est assez réputée dans le monde. Qui est assez verte. Voilà, c'est le cas de le dire. Écologique... Enfin voilà, c'est un nouveau concept. C'est un nouveau concept. Tu l'avais dit juste avant.
Ouais, c'est la fin de journée. Ouais, le sang, là. Ouais, C'est bien, c'est pas grave, on j'aime s'adapte. ça. L'adaptation, Il y a le on dirait M. laisser aller. Rémion. J'aime bien parce qu'il croit faire une blague, tu vois, mais en fait, tu l'as sorti juste là. Ah, mais elle est assez verte. Hein. Ouais, On en a connu des vertes et des pas mûres, mais celle-là est assez verte. ouais. Exactement. Et donc, Et ce sujet était... le sujet de la Green School était super important parce que... super intéressant, pardon. Parce que en fait, c'était vraiment une élite qui va là. Et donc, ça révolutionne tout le modèle de l'éducation. ouais. Et donc, dans cette école élitiste, qu'est-ce qu'il y a? Ils font des arts martiaux. Ils font des arts martiaux traditionnels balinais. Donc, c'est le Mepantigan. En fait, c'est une lutte dans la boue, dans les rizières. Donc, c'est un peu, voilà, c'est de la lutte dans les rizières. Ça, il n'y a pas de salle pour ça. Tu fais ça sur la plage ou des choses comme ça. Là. Voilà. Et donc, ouais, non, là, t'es dans les rizières, t'es dans la boue. Et donc, ça. Parce qu'à Bali, en fait, les plages, c'est quoi? C'est genre décalé ou ça reste du. Ouais, les plages sont pas Ouais, dingues. on m'a dit qu'elles sont pas ouf, Ouais, les plages. les meilleures plages qu'on a fait, c'est Philippines. Ah ouais. Philippines, franchement, c'est un pays. Mais là, t'as des cascades de ouf et tout. Ouais, non Philippines, c'est vraiment. Enfin, c'est un peu dangereux, c'est quand même. Enfin, super dangereux. Mais si tu vas. Nous, c'est vrai que nous, on était avec les locaux, donc on accélérait un peu le. Enfin, on avait plus de risques de tomber sur des gens un peu plus dangereux, mais on n'a jamais senti de danger là-bas. Mm. Et donc après, ben ouais, c'est vrai qu'à Bali, non, enfin, c'est un peu pourri la plage. C'est pas mal, hein, mais c'est pourri. Mais on parlait des rizières justement et des combats Voilà, dans la boue. et donc voilà, c'est un mélange. Donc ils font aussi de la danse traditionnelle balinette. Enfin bref, il y a tout ce qui est un peu se connecter à la nature. Donc c'est un art martial un peu écologique. Moi j'appelais ça écologique parce que voilà, le but c'était vraiment éco-martial quoi. éco-martial, exactement. Et c'est pas mal. Ouais, Et voilà, parce que tu es dans la nature, et ça, en fait, et donc de maternelle jusqu'à fin secondaire, à la Green School, tous les élèves passaient par là. Donc c'était intéressant de voir pourquoi, dans un modèle qui veut révolutionner l'éducation, qui est super réputé, pourquoi ils utilisent les arts martiaux. Donc c'était vraiment ça qu'on a été chercher. Et là, RTL TV est venu. Donc ça, peut-être, j'invite les gens d'aller voir peut-être le reportage d'RTL. Ouais. Parce que là, c'est vraiment un reportage de 50 minutes. Ben, on en profitera pour essayer de retrouver des images de reportage et le mettre dans le lien et la description. Et voilà, donc c'est plus, voilà, je vais pas me détailler, voilà, il y a une mission là-dessus. Et après, on est parti à Hong Kong, on a été voir le Tai Chi. Qui est utilisé... Ça a dû te plaire quand même, non? Ouais, c'était vraiment cool. Et donc là-bas, tu as une espérance de vie qui est super grande, donc on ne sait pas, il y a plusieurs facteurs, hein, exactement, effectivement, mais le tai chi, toutes les personnes à la retraite font du tai chi tous les matins, de 6 à 7 heures, tout le monde fait du tai chi dans les parcs, voilà, et donc ça permet de se socialiser aussi, donc toutes les personnes se voient, les personnes âgées, et ils restent en forme. J'ai rencontré une femme de 92 ans, elle faisait du tai chi tous les matins, je veux dire, elle allait prendre son café après, voilà, tu sens, et donc là c'était super intéressant parce que on voyait que c'était, que c'était super, je sais pas le mot exact, c'est pas vraiment éducatif, mais ni thérapeutique, mais ça permet de te garder en forme sans traumatisme, on va dire. Ouais, non, mais franchement, c'est assez hallucinant parce qu'il y a le tai chi, c'est un des arts martiaux qui permet aussi d'apaiser son esprit. Apparemment, hein. Moi j'ai jamais pratiqué le tai chi, mais c'est ce qui en ressort. Le tai chi, en fait, dans les arts martiaux chinois, tu as les arts externes et les arts internes, et donc ça fait partie de... Donc ils parlent du chi, donc ils disent que voilà, tout notre corps est rempli pas de chi, d'énergie, de méridien. C'est ça, et donc voilà, le fait de faire du tai chi, et donc c'est des mouvements très 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 lents, et donc ça permet d'améliorer ton chi à l'intérieur, quoi, en clair. Donc c'est comme des démonstrations quelque part. Oui, ça se fait seul, et après voilà, le gars en fait que j'ai rencontré, en fait lui il adaptait d'un point de vue combat aussi. Donc il disait, donc c'est très, je pense que tu peux devenir le tai chi est super intéressant, mais parce qu'à la base c'est un art martial. Mais voilà, je pense que si tu veux être efficace en combat, le tai chi peut-être tu vas faire 30 ans, peut-être tu seras efficace, mais je crois pas parce que maintenant c'est moins martial. Mais voilà, en boxe thaï, je crois 6 mois de boxe thaï, tu seras plus efficace qu'un gars qui est... On peut considérer ça aussi un petit peu comme de la méditation pour toi. Voilà, exactement, oui, parce que tu travailles sur ton souffle, tu travailles sur des mouvements. Et aussi, dans la médecine traditionnelle chinoise, tu as le Qigong,
Ça, je connais pas du Donc tout. le Qigong, c'est de la gymnastique basée sur le Qi. Donc aussi, chaque fois, ça se rapproche. En fait, le Tai Chi, c'est la même chose, mais en art martial. Donc ça permet comment dire, d'actionner ton Qi, enfin voilà, d'avoir une meilleure énergie vitale. Parce que le Qi, c'est ça, l'énergie vitale. Et c'est comme dans le yoga, je pense que c'est le prana, ils disent ça. Je sais pas, je préfère pas m'avancer, je t'avoue. Je pense de mémoire, ou c'est un autre nom. Et donc voilà, c'est un peu la même chose. Et alors, au Japon aussi, ils appellent ça le ki. C'est les mêmes principes, quoi. Enfin, voilà, c'est l'énergie vitale. Et donc après, on est parti au Japon, donc avec les sumo. Et après, on est parti aux États-Unis. Donc là, on a rencontré un gars qui était en chaise roulante, qui faisait des arts martiaux, du MMA en chaise roulante, le jiu-jitsu brésilien en chaise roulante. Et le gars a adapté la self-défense, enfin, tous les arts martiaux par rapport à son handicap. Et il donne cours à des gens qui ont un handicap et il adapte. Enfin, voilà. Après, tu l'as trouvé comment, lui? En cherchant sur Internet. Et... C'est un truc de fou. Ouais, le gars, il déchirait, quoi. Franchement, et enfin voilà. Et il t'a vraiment surpris ou tu t'es dit, ouais, ça c'est un peu bateau? Non, parce qu'à un moment, je me suis dit, bon. Et alors, oui, après, j'ai tourné avec lui au sol, le jiu-jitsu, franchement, il se débrouillait super bien. En fait, lui, je sais plus le nom exactement de ce qu'il a, mais toutes ses articulations sont figées. Donc, il est comme ça. Donc, il ne sait pas plier ses articulations, que ce soit en bas mais je t'invite à regarder la vidéo. Bien sûr. Et donc voilà, et donc je tournais au sol, mais il savait, enfin voilà, contre un gars qui n'avait jamais fait de sol, il le finalise. Hein. Donc c'est super impressionnant parce qu'il n'a pas non plus toute mobilité du haut du corps. Ben ouais, c'est ça. Donc c'est, surtout sur du jiu-jitsu brésilien, je veux dire, t'as besoin d'être hyper mobile, quoi. Et alors aussi, il avait, et voilà, boxe, hein, tu vois, je fais même un peu, parce que lui, il voulait, parce qu'on a fait des pas de d'ours, mais il voulait aussi s'entraîner des combats, quoi, il aimait bien, quoi. Et puis on a rencontré un autre qui est hémiplégique. Ça, c'est toujours aux États-Unis. Toujours aux États-Unis. Okay. Donc voilà, il nous a hébergé quelques jours là-bas, enfin une semaine. Et donc voilà, on a vécu avec lui, et donc mais le gars était super. Et c'est ça aussi la richesse de notre voyage, c'est que notre fils s'est retrouvé dans toutes ces situations, que ce soit le handicap, que ce soit la maladie de Parkinson avec des personnes âgées, que ce soit la pauvreté, que ce soit en Thaïlande ou que ce soit aux Philippines. Que ce soit, tu sais, quand on vivait dans les rizières, on vivait un peu, dans les rizières sans électricité ni rien. Donc, il a vécu dans plein de... Enfin, il a vu une différence du monde. Oui, il est sorti... La différence, il connaît. Enfin, je veux dire, pour lui, quand je le vois maintenant... dans la vie de maintenant, il est super empathique. Mais je veux dire, tu as l'impression qu'à 2 ans, il aura retenu certaines choses, ou tu t'es dit, ouais, ça aurait été peut-être mieux qu'il apprenne un peu plus tard. T'as peur qu'il oublie ses souvenirs ou pas? Peut-être qu'il oubliera ses souvenirs, mais il a une bonne mémoire, donc il se rappelle de trucs, donc c'est bien aussi, il a les vidéos qu'il peut voir. Ouais, ça c'est bien. Mais effectivement, je pense que, voilà, peut-être qu'il aura des souvenirs. Mais je pense que les valeurs qu'on lui a transmises, c'est comme si maintenant tu vas faire de la balançoire, avec ton fils, il va pas se rappeler dans 20 ans que tu as fait de la balançoire, mais ce moment va lui créer quelque chose chez lui, une connexion dans le cerveau, enfin quelque chose de... Et je pense que c'est ça le plus important, c'est que les valeurs qu'on lui a mises dans ce tour du monde, quand je le vois maintenant, on voit c'est assez... Moi, il m'impressionne tous les jours, quoi. Tu sais, une bête fois, j'étais... au magasin avec lui, parce qu'il avait, j'étais super fier de lui, je voulais lui offrir un petit cadeau. Et donc je dis, Liam, viens, on va acheter je vais t'acheter un petit cadeau. Et donc on arrive au magasin, il fait, tu sais pas, il avait 3 ans, un peu moins de 3 ans. Il m'a dit ça tel quel, tu sais papa, j'ai beaucoup trop, j'ai pas besoin de cadeau, merci, c'est gentil. Il m'a dit ça. Hein. Tu dis ça à n'importe quel gosse, il m'a dit ça, j'étais là, c'est bon, salut, c'est bien pour les... Donc, c'est assez impressionnant quand même d'entendre ça de la part. Et voilà, il fait des choses, mais je veux dire, voilà, après, il n'y a pas que le tour du monde, hein, il y a aussi l'éducation qu'on a essayé. Par exemple, on n'a pas fait d'écran, il n'a jamais vu d'écran de sa vie avant. Là maintenant, on fait parfois un Disney une fois par semaine, mais tu vois, on a fait plein de choses dans le sens où, voilà, donc je pense que ça l'a construit là maintenant, donc ça n'a pas que le tour du monde, mais ça a été une plus-value, c'est ça que je voulais dire. Et voilà, donc de voir cette différence à travers le monde, tu sais, c'est quelqu'un en chaise roulante, il a un jouet en chaise roulante, pour lui c'est important d'avoir quelqu'un, que ce soit le handicap qu'il connaît, donc voilà, et ça je trouve ça c'est des valeurs qui vont rester, j'espère, toute sa life. Et
Et puis après, on a terminé. On voulait partir au Cuba pour la boxe cubaine, ça c'est un de mes rêves. Ouais, Mais ouais ça je malheureusement, pense que tu m'en avais déjà parlé il y a un moment. Hein. et malheureusement ben, on n'avait plus d'argent. Donc Donc il a fallu rentrer au pays. Eh ben non, on est passé par le Mexique. Et là, on a trouvé un super projet, la Lucha Libre, tu vois, avec les masques. Donc il peut un peu paraître fake, tu vois, un peu genre du catch. Donc moi, pour ceux qui connaissent pas, je crois que Rey Mysterio vient de là. Rey Mysterio. Rey, ma gueule, 619. Oh là là, nous avons un fan de catch. Attends. Après le kettle, Nicolas passe au catch. Non mais bien sûr, le 619 avec Kettle. Pas mal. On développe quelque chose. Champion de l'univers, là. Il est tard. Et donc le gars, en fait, c'était trop bien parce que moi, j'étais un peu réticent. Je me dis, bon, c'est un peu fake, c'est pas vraiment un art martial. Donc le gars, en fait, par contre, là, je crois que c'est la zone la plus dangereuse qu'on a faite de nos tours du monde. C'était une zone de non-droit. Donc la police rentrait pas. Donc c'était deux cartels qui s'entretuaient. Donc personne voulait me déposer là-bas. Tu t'es pointé dans un cartel? Et donc, en fait, oui, parce que je me dis, il faut quand même cette vidéo. Moi, ma conscience professionnelle, je me dis, bah, tu vois, c'est pour ça aussi on avait une pression. un fou. On avait cette pression. Enfin, moi, je me mettais la pression de dingue, parce que plein de gens aussi, vous nous voyez. Et ça, c'est un peu le défaut des réseaux sociaux. Ils te voient dans des endroits super chouettes, mais il y a aussi le côté, faire les vidéos, faire la promotion, voyager, faire la logistique. Allez, ma femme, chaque fois, c'est un travail, franchement, limite, j'étais plus fatigué que. Là, maintenant, je fais plein de travail, mais je veux dire, c'était vraiment. Il y avait une fatigue. Ouais, mais c'est fatigant, hein, mine de rien. On se rend pas compte que gérer les vidéos, gérer les montages, aller choper le scoop au bon moment. Ouais, c'était vraiment. Et donc voilà, et le gars, il me disait, voilà, viens à 8h du matin et tout. Et donc j'ai rencontré un taximan super bien. Et il m'a dit, écoute, je viens avec toi, ok, c'est bon. Et il avait vécu à Los Angeles, donc il parlait un peu anglais. Et donc on arrivait là, et en fait là j'ai compris que le quartier c'était vraiment... je t'avoue que j'avais une boule au ventre, et en fait il me disait, le taximan, t'as plus de chances de... Là maintenant il me dit, quand on est rentré dans la zone, il m'a dit, même, t'as plus de chances de mourir ou de te faire enlever que de rentrer à la maison là maintenant, dis-toi. Tu vois, il me dit ça en arrivant en quartier, je me dis, oh putain, donc je connaissais même pas le gars, parce qu'il me dit, et si ça tombe, le gars que tu vas rencontrer, c'est pour t'extorquer ou pour te tuer quoi, ou pour t'enlever quoi, faire une prise d'otage quoi. Moi j'étais là, ok. Donc j'arrive dans un contexte assez chaud, et donc le gars était terrible, hein. Le Lutador, il était génial, franchement il était trop bien. Et voilà, effectivement, il m'a dit, on peut pas, malheureusement, il était obligé de me recevoir tôt le matin, parce qu'il y avait moins de risques, mais il m'a dit, l'après-midi, voilà, là tu risques de te faire tuer, parce qu'au Mexique, je crois que c'est le pays où il y a le plus de journalistes qui est tué au monde. Et donc voilà, j'étais avec ma caméra en mode, salut les gars, à la pêche. Et donc c'était un peu chaud. Et le gars, en fait, il était super, il était génial. Franchement, j'étais un peu. Voilà, j'aurais bien voulu. Et en fait, lui, il m'expliquait clairement qu'en fait, il utilisait le masque. En fait, ça fait. Le fait de faire le masque, tu viens dans un peu du théâtre. Ouais. Et donc, il y a une théâtralisation. Donc, le jeune qui est là-dedans, dans les cartels, en fait, va pouvoir complètement faire tomber son masque de délinquant, son masque du cartel. Et donc, il vient dans un... il peut s'exprimer librement sans qu'il se fasse tuer ou sans qu'il fasse un conflit de gang ou des trucs comme ça. Et donc voilà, et donc c'est assez thérapeutique là-dessus, quoi. Et donc ils vont pouvoir exprimer des choses qu'ils ne peuvent pas exprimer à la lumière du jour. Donc c'était terrible. Et ça j'aimerais bien mettre ça en place aussi, faire aussi des pas... pas des combats de catch, mais tu vois, construire un masque, pouvoir personnaliser ça et pouvoir permettre aux jeunes de complètement s'exprimer d'une autre manière, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il y a... Par les arts martiaux. Mais je crois qu'il y a des écoles de catch maintenant en Belgique. Hein, Ouais. Après, c'est à toi d'ajouter ton Oui, propre voilà, moi je truc. suis pas spécialiste de catch. Ouais, Voilà, moi je préfère les arts martiaux. Tu saurais nous faire un petit 619, un de ces quatre? Avec Kettle. Avec Kettle. Profiter de l'inertie. Voilà, exactement. Et alors, et c'est vrai, on aurait dû mettre une kettle ici. Mais, je suis dégoûté. Mais c'est pas grave. C'est une raison pour t'inviter au prochain. Prochain, kettle. Prochain Kettlecast. De quoi? Vous pétez la table. Ouais, c'est vrai. Écoute, on trouvera un concept en tout cas. Et alors, et donc voilà, après on est rentré. Et voilà, en fait, et donc nous on avait toujours eu cet objectif de continuer en Belgique à pouvoir aider des personnes.
que ce soit le handicap, que ce soit enfin voilà, dans l'aide à la jeunesse, enfin plein de monde. Et donc, en fait, grâce à cette médiatisation qu'on a eue avec Pitchpack, ben, ça nous a ouvert plein de portes, en fait. Parce que nous, on avait, enfin, moi j'avais l'idée de départ, moi je savais ce que je voulais faire. Mais grâce à ce tour du monde, on s'est dit, bah, ça va être une étape pour réaliser notre objectif. Et là, on n'est pas encore fini, on a encore plein de projets. Et Mais c'est toi qui as eu l'idée, c'est ta femme qui t'a aidé à réaliser cette idée. Donc après, c'est devenu un travail d'équipe. ah oui, Et oui, là, donc ouais, complémentaire à fond. ok. Voilà, et ouais, ma femme, c'est vraiment genre, voilà, je vais lui dire, ouais, on ferait bien un truc des arts martiaux, tout le monde. Elle va regarder comment Elle va c'est dire, possible, elle te Leslie, modèle le plan. Prends tes couilles en main, vas-y, quoi. Vraiment, Ouais. donc ça, c'est cool parce qu'on se complète bien, parce que moi, je vais être plus mesuré, je vais essayer et elle va être plus au, Ouais, elle va puncher au bon moment. voilà, au puncher au bon moment. Donc ça, enfin voilà, on est une équipe, on est super complémentaires, que ce soit même pour la mise en, enfin même quand on faisait des vidéos, même avec notre fils. Enfin et donc ça c'est super, ouais c'est super cool quoi. Et surtout aussi faire un projet en famille, ça déchire. Quoi. Ouais, c'est vrai que Ouais, c'est la classe. Hein. Ouais, c'est cool, parce que voilà, peut-être que j'aurais pu avoir eu, entre guillemets, une épouse qui m'aurait dit, bah non, reste en Belgique, tu vois. Bah, c'est vrai, et donc il y en a plein, et alors il y a plein de gens qui sont plus heureux, tu vois, par exemple, d'acheter une maison et de vivre, enfin voilà. Mais, et tu vois, nous, on accepte, enfin, c'est génial pour eux, tu vois, je veux dire. Mais nous, on n'est pas dans ce mode-là, tu vois, donc on est complètement dans notre part, quoi, tu vois. Mais bon, c'est vrai qu'on sort complètement du cadre, et après, voilà, on est revenu, et voilà, moi j'ai continué prof au Parnasse. Et donc c'est cool parce que maintenant je fais une plus-value de dingue aux étudiants. Quoi. Quand je leur parle, je leur montre aussi même des vidéos. Et là il y a du concret, quoi. Je leur explique, en sport adapté en deuxième, je leur donne enfin, voilà, des cours sur de la boxe en chaise roulante, du Yosekai Budo en chaise roulante, de la lutte pour personnes aveugles, tu vois. Donc je pense pour les étudiants, futurs éducateurs, je pense que c'est vraiment une plus-value super bien dans leur formation. Ouais. Et donc là maintenant, Pitchpack, ce qu'on fait, clairement, c'est les institutions nous appellent, voilà, quel est l'objectif éducatif. Là, c'est plus vous qui demandez, là, vous recevez de la demande, en fait. Au début, voilà, on demandait, on proposait, même là maintenant, oui, c'est maintenant, voilà, on a fait... Donc c'est une ASBL, là, maintenant. Ouais, ouais, ça a toujours été une ASBL. Toujours, ouais. Toujours. Ok. Parce que vraiment, donc on avait mis Donc, dans les statuts... parce que je pensais que c'était une association de fait, plus que vous étiez passé en Non, on ASBL. a toujours fait ASBL. En fait, non, quand on a créé ça, en fait... moi, j'avais mis tous les statuts déjà. Donc, j'avais mis même. Ouais, donc c'était déjà mettre un pied ouais. dans la piscine, quoi. Ah oui, j'avais mis tous les statuts, donc promouvoir autour du monde, faire des vidéos, enfin tout. Enfin, que ce soit coaching éducatif, coaching après, coaching sportif sur les arts martiaux. Donc, ça a toujours été. En fait, oui, enfin voilà, tous les statuts, enfin, on les a créés il y a 2-3 ans. Ouais, c'est ils sont ça. toujours Hein. là, quoi. C'est toujours les mêmes. Quoi. Ouais, c'est bien, magnifique. Et voilà, donc par exemple, là maintenant on travaille avec des. Comme ça, c'est plus concret, mais on travaille avec des personnes toxicomanes. Donc là, on va travailler. C'est encore un autre type de public quand même. Complètement, ouais, c'est plus de la psychiatrie, quoi. Ouais. Et donc là, avant le Covid, malheureusement, le Covid a un peu shut down notre activité martiale, parce que c'est un sport de contact. Et donc voilà, on allait une fois par semaine là, donc on allait donc on se déplace en institution, mais ça va aussi, on fait ça aussi avec des personnes trisomiques. Je sais pas si tu vois la Clairière, je sais pas si tu connais le nom. Enfin bref, c'est à Boisfort. Et donc là, tu vois, toutes les semaines, on fait des arts martiaux avec eux. Mais donc là, et en fait, chaque institution a des attentes. Et donc nous, on essaye par ces attentes, enfin voilà, de répondre par les arts martiaux. Les arts martiaux étaient un moyen, tu vois, pour arriver à ces objectifs. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait ça avec Caritas International, avec des enfants réfugiés. On fait ça avec à des AMO, je sais pas si tu vois, aide en milieu ouvert, donc maison de quartier. Tu vois, c'est quoi ou, ouais, je vois bien, ouais. Maison de quartier, c'est un peu comme maison de jeunes. Hein. Ouais, c'est pas vraiment maison de jeunes hein, parce que ça dépend. C'est un petit peu différent. Oui, voilà, c'est une aide en milieu ouvert, donc ouais, c'est ça. C'est l'aide à la jeunesse, donc c'est tous. Mais c'est pas, l'aide n'est pas contraint. Tu vois, par exemple, quand un jeune est placé, il y a le SPJ et le SAJ, le service d'aide à la jeunesse, service de protection de la jeunesse ou le tribunal. Tandis que l'AMO, c'est un peu, maintenant, ils commencent à mettre plus d'argent là-dedans, et donc c'est un peu tu sais, la prévention. Tu vois, si tu mets plus d'argent dans les AMO, tu vas avoir un peu, enfin voilà, ils vont faire, et donc tu en as une dans chaque quartier, et ils vont faire plein de choses avec les jeunes, donc peut-être ça va descendre la délinquance, ou... Ouais, voilà, en tout cas, comme tu as dit, c'est de la prévention. Quoi. Voilà, exactement, et donc là maintenant ils ont beaucoup plus de budget, donc ça c'est cool, ça c'est vraiment chouette, ils ont un peu compris ça, que c'est plus intéressant de faire de la prévention que de la répression. Ouais, bien Et donc, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On fait aussi avec des personnes en chaise roulante. On va à l'IRSA faire avec des ados
malvoyants et aveugles. Enfin voilà, donc dans l'aide à la jeunesse, par exemple, là maintenant, il y a je sais pas si tu connais, le Chenal qui est enfin, un accompagnement en famille et qui nous ont contactés pour voir si, en fait, voilà, ils ont un jeune qui est avec leur père, enfin un jeune placé, et donc il a pu parler depuis 388 jours avec son père. Et donc là, ils m'ont demandé de faire un... Il a compté les jours. De quoi? Il a compté les jours. Ouais, parce que tellement c'est... Enfin, le père, à mon avis, a plus compté. Et voilà, il n'y avait plus de dialogue. Et donc, la première fois qu'ils se sont parlé, donc on a fait des arts martiaux. Donc j'ai fait un cours d'arts martiaux. T'as contextualisé en mode... Basé sur... Voilà, parce qu'en fait, il y a plein de choses que tu ne sais pas t'exprimer. Parfois, tu ne sais pas t'exprimer avec les mots. Ouais, en fait, c'est de l'émotion qui doit ressortir. Voilà, les arts martiaux vont permettre de... Enfin, moi, dans mon boulot de tous les jours en tant qu'éducateur, par exemple, une jeune fille qui a eu des violences ou des abus sexuels, elle va peut-être pas vouloir se poser à côté d'une psy, elle va lui pas lui c'est dire... un traumatisme, hein, elle sait pas parler. Des fois, ça ne savent pas parler. Ouais, et donc moi, par exemple, j'en ai quelques-unes qui, par les arts martiaux, pouvaient exprimer des choses. J'ai déjà eu des jeunes qui, pendant 1 heure, enfin, je fais des arts martiaux avec elles, donc en individuel, elles pleurent parce que leur corps a coupé avec tout ça, tu vois, avec leur tête, tu vois ce que je veux dire. Et donc ça va permettre d'exprimer des choses enfin voilà, c'est une expression corporelle qui pourraient pas, donc ils vont décharger des choses, quoi. Les gens vont voir Pitchpack comme Pascal le grand frère quelque part. Pascal le grand frère, on me l'a fait souvent, surtout Maître Dave. Ah ouais. Bertrand, ouais. Maître Dave. Et tu vois, comme ça, tu l'oublies pas. Je l'oublierai pas. Il va me tuer quand il va voir ça. À chaque podcast, j'essaie de placer Master Dave. Ah ouais, Master Dave. Enfin, moi maintenant, je l'ai masterisé, tu vois. J'appelle Master Dave, tu vois. Alors, sacré intro. Et donc, pour revenir à tout ça, donc par exemple, voilà, et donc ce jeune, avec son papa, il y a eu un dialogue. À la fin, ils se sont serrés dans leurs bras. C'est pas une baguette magique, hein, effectivement, mais... C'est revenu après combien de sessions, ça? Ça, c'était après une première. Et donc voilà, donc après, moi, je fais exactement, je fais des arts martiaux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des exercices pour travailler en équipe, travailler ensemble, tu vois. Donc, voilà, après, je travaille là-dessus. Et donc, chaque fois où je fais des arts martiaux adaptés, j'adapte le cours par rapport à leurs besoins. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est un peu plus concret. Pause water ici. Pause water. T'as pas une shop? J'ai pas de shop. C'est Mindfit ici. Pas d'alcool dans. Nous, c'est pêche melbuche ici. La pêche, quoi. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, parce que là, on a parlé. Là, t'as parlé des projets depuis que t'es revenu en Belgique, que le Covid avait un peu. Ça dérange pas. C'est le pire endroit. Ouais, il faut dire ça. Mais Mindfit, là. C'est tard. Il est tard, hein, mon gars. Et donc. Pas inquiète-toi, là. Ici. C'est pas grave. Qu'on cut ou qu'on cut pas, ça reste bon enfant. Donc, il y a eu le Covid qui a quand même coupé pas mal. Qui vous a coupé un peu l'herbe sous le pied. Oui. Elle va bien verte. Voilà, exactement. Et donc, pour revenir à la Green School, c'est ça? T'as vu, je fais des liaisons. Pas mal. Ouais, et donc, voilà, effectivement, en institution, déjà, c'est beaucoup plus strict que comme toi, tu fais en salle ou des trucs comme ça, ouais. Parce que voilà, c'est institutionnel. Donc, il suffit qu'il y en ait un, toute l'institution est prise. Donc, il y a des mesures beaucoup plus strictes. Donc, c'est vrai qu'entre le déconfinement, on a continué. Mais, voilà, c'était beaucoup moins... on intervenait dans certaines institutions, mais voilà, notre activité était beaucoup moins impactée un peu. Et donc là maintenant aussi, on propose, donc on met en place des formations pour éducateurs spécialisés, ouais. Ou par exemple même des infirmiers, en fait pour de self-défense professionnelle. Donc tu as eu cours, je crois en 3e. Donc, t'as eu avec Master Dave. Maître Dave. Et donc c'est 11 heures, je pense, c'est 11 heures en 3e. Et voilà, et alors tu as une demande considérable d'éducateurs qui ne sont pas, en ont 11 heures, et donc le contenu est super bien avec David, mais voilà, ils doivent approfondir, quoi. Et donc là maintenant j'ai une demande considérable pour des institutions, ou que ce soit des éducateurs, donc il y a des éducateurs maintenant qui me contactent en privé pour pouvoir apprendre la contention, maîtriser quelqu'un sans lui faire du mal. Donc le but, là avec Pitchpack, on propose vraiment des formations, que ce soit individuelles ou que ce soit en groupe dans les institutions, pour pouvoir gérer une situation de crise, mais sans faire mal, tu vois. Vraiment, ça, franchement, c'est top, hein, parce que notamment, je pense,
premièrement ZPPJ. Ah oui. Ça devrait même être obligatoire Voilà, et dans donc le c'est pas, cursus. voilà, c'est pas obligatoire, tu apprends ça sur le métier. Ouais, après, pour moi, c'est primordial, quoi, que ce soit maison de jeunes. Oui, voilà, au moins une base, ou bien même ta posture, il suffit d'avoir juste ton nom verbal. Ton nom verbal, il agit beaucoup. Si tu rentres le menton, que tu as les épaules qui sont rentrées également, exactement. tu es plus susceptible justement à ne pas être pris au sérieux, quoi. Et donc voilà, donc ça on propose, donc on fait des modules maintenant, et donc on propose, donc on propose par exemple en institution ou bien vraiment privé. Enfin, je veux dire privé, si par exemple toi tu es éducateur, tu te dis mais j'aimerais bien. Et donc là on propose. Là, moi je peux te contacter. Voilà, exactement. Enfin, je peux contacter Pitchpack et directement alors on propose voilà, une formation. Et voilà, le but c'est vraiment de pouvoir répondre et d'éviter le suraccident parce que voilà, en self-défense professionnelle, ben, c'est pas comme la self-défense que tu peux voir dans les vidéos. Et si maintenant tu peux pas rendre des coups, tu vois, si tu fais ça légalement déjà tu peux pas, tu vas peut-être perdre ton boulot, mais comment voilà gérer savoir se défendre, maîtriser sans blesser. Sans blesser, et voilà, même parfois juste avoir cette distance de sécurité, tu vois, de pas laisser un jeu, de pouvoir, c'est des choses très très simples quoi. Et puis après il y a pas 10 000 techniques, hein, c'est vraiment des techniques après qui doivent, parce que chaque personne va, en fait il faut que toi, en toi quand tu assimiles cette technique, elle soit naturelle, instinctive. Parce que si maintenant tu fais une technique super bien, mais ça va peut-être marcher chez moi, mais chez toi ça va pas marcher. Ouais, mais en fait c'est ça, c'est toujours, quand c'est trop mécanique, tu dois réfléchir, ça doit venir du tac au tac. Parce que parfois voilà, ça peut marcher chez quelqu'un, et chez moi ça marche pas. Donc ça, il faut vraiment prendre ça d'un point de vue global. Et alors on propose, là maintenant on va commencer, donc ça c'est un peu une exclue, le harcèlement à l'école. Donc on propose des programmes pour les écoles contre le harcèlement. Et là on a rencontré un gars en Australie qui avait fait toute une étude dans des écoles sur 10 semaines, voir quel impact avaient les arts martiaux sur le harcèlement scolaire. Et donc là on va mettre ça en place, voilà, dès que le Covid un peu. Donc ça c'est un nouveau module qu'on fait. Oui, à partir de janvier-février, j'espère. J'espère. Mais enfin là comme je disais, là on est fin d'année 2020, mais quand la vidéo sortira, ce sera en 2021, février, janvier, février ou mars. J'espère pas mars, mais on verra un petit 2022, peu. merci. Mais voilà. Et alors, après et donc, qu'est-ce qu'on a. Donc voilà, on propose. Voilà, c'est le type de programme qu'on propose. Et donc, on crée des modules. Et là, maintenant, on a un nouveau projet. Je sais pas si je t'ai dit ça, Domo Mojo. Je sais pas expliquer ça, Domo Mojo. Ah ouais. Donc en fait on bosse là-dessus complètement. Notre nouveau projet c'est Domo Mojo. Alors pourquoi Domo Mojo? Tu vas me dire, ça a l'air quoi? Ça a l'air super. Donc moi comme je viens des... Ça a l'air super. Ça a l'air super. Ça a l'air super japonais, ouais. Ça a l'air super. En fait, clairement, nous, à terme, on aimerait bien créer notre propre mojo. Ouais, pas mal. Pas mal. Notre propre salle, tu vois, notre propre dojo d'arts martiaux, et qu'on puisse, pas une institution, mais qu'on puisse, comme une école, mais qu'on puisse faire tout ce qu'on fait. Ouais, que vous ayez votre infrastructure. Infrastructure, en fait, hein. Voilà. Et donc, on l'appellerait Domo Mojo. Pourquoi? Parce que Do, ça veut dire la voix en japonais. Jo, donc dojo, le lieu de la voix. Et Momo. Momo du quartier, non, mais qui vend les frites. Non, mais Momo. Parce qu'un bon snack, ça fait toujours plaisir. Momo en japonais, tu sais, ça veut dire quoi? Non. Avoir la pêche. Domo Mojo. Donc ça vient Domo Mojo. Donc c'est ma femme qui a trouvé. La voie du. Donc c'est le lieu où c'est la voie pour avoir la pêche, quoi. Tu vois, littéralement. Et franchement, c'est une tuerie. Facile à retenir en plus. Domo Mojo. Oui, c'est ma femme qui a trouvé. Le lieu de la voie. Pour avoir la pêche. Pour avoir la pêche. Et donc là maintenant, en fait, on va faire dans ce Domo Mojo. Tu vas avoir 3 parties. Donc la partie projet, pitch pack, etc. sera là-dedans. En fait, on va l'inclure là-dedans. Pourquoi on n'a pas dit que pitch pack? Parce que voilà, on va avoir d'office d'autres projets. Et donc là, ça va vraiment le côté plus social, on va dire. La partie un peu plus arts martiaux, donc plus comme dans un club, donc plus que tu peux avoir voilà, une école, une académie d'arts martiaux. Et alors, tu as la partie nutrition. Donc ma femme qui est diététicienne, en fait, elle reprend, là maintenant, elle a déjà lancé ça, donc les deux parties, Pitch Pack est déjà lancé, partie arts martiaux va venir après. Et donc elle a lancé des suivis diététiques en ligne, online. Donc tout se fait online. Ça c'est canon.
Et donc là, elle a commencé, donc et en fait, le but, c'est de vraiment, comme notre tour du monde et notre projet, c'est de vraiment mixer ben, voilà, ses compétences, mes compétences, et allier tout ça. Donc par exemple, ben, voilà, quelqu'un qui suit une diététicienne, ben, en même temps, Domomojo va pouvoir proposer aussi un suivi arts martiaux plus sportif. Et donc voilà, et donc c'est pas vraiment du coaching sportif comme toi. Nous, c'est vraiment, enfin moi personnellement, ce serait plus du coaching martial ou même du coaching éducatif. Euh, et proposer ça parce que voilà, il y a plein de gens maintenant qui nous contactent voilà, qui ont peut-être pas des problèmes, on va dire, qui ont des difficultés ou tu sais, des personnes, enfin, par exemple, du monde de l'handicap. Ouais, des particularités. Et en fait, il y a des particuliers qui nous contactent, qui disent ouais, ça a l'air super, est-ce que nous, on peut apprendre les arts martiaux Donc il vous faut une infrastructure. Voilà. Et d'ailleurs, on y vient, est-ce que vous avez trouvé une infrastructure? Évidemment que non. C'est sorti d'un naturel. Et donc, je t'avoue aussi, nous, voilà, on est quand même des grands voyageurs. Donc, je sais pas si tu sais, mon épouse est enceinte. Bah oui, je sais, si tu m'as dit. Deuxième enfant. Voilà, deuxième enfant qui est prévu pour avril. Et donc voilà. Deuxième challenge, deuxième tour du monde. Exactement. Non, je sais pas. Non, j'ai. À dire, mais c'était pas dans les plans. J'ai spoilé. Non, coupe. Et donc comment dire allez je sais plus maintenant. Voilà, donc nous notre projet aussi c'est peut-être faire Domomojo. On ne sait pas si on le fera en Belgique ou pas, tu vois. Et le but, c'est pour ça maintenant, je pense qu'avec le Covid, c'est aussi adapter notre façon de faire, c'est de proposer des choses en ligne. Donc maintenant, mon épouse, elle fait tout ça en ligne. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est proposer du coaching, enfin, voilà, pas encore pour l'instant, mais peut-être des coachings en ligne. Alors, on appelle ça Dojo Online, on a appelé ça Dojo Online. Et donc, voilà, pourquoi... Mais t'as enlevé la pêche, du coup, dedans. De quoi? Si t'appelles ça dojo. Non, il y a Domomojo, mais ça fait... Donc dans la partie arts martiaux, tu proposes, ben voilà, au lieu d'aller sur on n'a pas l'infrastructure, mais tu peux être suivi online. Ce qui est pas plus mal, hein. De toute façon, là maintenant, si Pour tu fais pas du ouais. online, c'est compliqué. Et alors voilà, là on propose des packs, on va créer des programmes. Donc là c'est ce qu'on fait pour l'instant, je te dis pour l'instant je bosse blindé. Ça prend... Je pense aussi, toi, tu proposes des choses comme ça, des packs. Hein, en ligne, ouais, tout ça. Ouais. Et donc, ça prend un truc de dingue, quoi. Parce que j'ai envie que ce soit vraiment bien fait. Et en fait, là, on va sortir ça, je pense, début janvier. Excellente idée. Juste après les fêtes. Voilà, 2021. Donc, il y aura deux aspects plus... Juste, parenthèse, Nico, si jamais c'est déjà sorti au moment de la vidéo, tu peux dire que c'est dans la description, tu vois. Ah oui. Ouais. Parce que comme on ne sait pas quand ça sort, ça se trouve c'est déjà sorti, donc tu peux dire si c'est déjà sorti, ce sera en il déchire ce gars. Mais tu veux pas venir faire un tour du monde avec c'est un bon, hein. Bah ouais, calmons-nous, embarque-moi. Mindfit. Mindfit. Et Mindfit. Donc on a créé ça, Mindpêche. Tu vois ce que je veux Mais dire? j'allais dire quelque chose, ouais, il faut qu'on crée un truc commun, genre Mindpêche. Mindpêche, ça peut être pas mal. Mindpitch. Et Mindpitch. Ouais, pour les anglophones. Ouais, ça glisse toujours. Mindfit, j'aime bien aussi le nom, c'est vraiment bien. Ouais, ça se retient vite en fait. Ouais, c'est pour ça que j'avais compris. Mindpitch Bruxelles. Mindpitch. Donc ça ne vient pas à My Beach. My Beach, c'est autre chose. Et comment dire, donc voilà, et on va proposer des programmes, des packs, par exemple, plus axés renforcement musculaire. Mais tu vois, quelqu'un qui revient vraiment quelqu'un de débutant qui veut commencer à. Peut-être qu'il va avoir une meilleure alimentation. Et vous allez combiner? On va combiner, voilà, on va proposer, tu peux être suivi, donc là on propose des vidéos, un PDF, et donc tu as un suivi sur, on va voir, mais dans un premier temps, ça peut être sur 4 semaines. C'est vraiment du poids de corps, et aussi basé, il y a des exercices d'arts martiaux, tu vois. Parce que c'est apprendre à bouger en fait, voilà, et en plus de ça, vous avez le suivi. Plus fonctionnel, tu vois, donc ça. Et alors, et donc ça, c'est vraiment plus ce qui me tient à cœur, parce que voilà, des packs sportifs, t'en as plein. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, des packs éducatifs pour enfants, il n'y a rien du tout. Et donc là, on va sortir un pack... avec des petits parcours et tout ça. C'est un peu ça. L'idée est excellente. Hein. Et donc, c'est comment faire des arts martiaux avec ton enfant. Donc, que ce soit toi, t'as, je sais pas, un neveu qui est là, qui est avec lui, et t'as envie de... J'ai mon vidéaste qui a encore un enfant, donc... Et t'as envie de l'initier aux arts martiaux.
Mon vidéo, c'était Master Dave. Master Dave, on va dire Master Dave. Ça. Et donc le but des vidéos, c'est enfin de ce programme, c'est où tu es un parent, tu es chez toi et tu as envie d'initier ton enfant, mais tu sais pas par où commencer. Ou par exemple, tu es quelqu'un dans un club, où tu es un prof d'arts martiaux, et tu te dis, mais voilà, et ah tiens, ça c'est des outils que je peux réutiliser. Donc le but c'est, donc en fait, dans ce pack éducatif pour les enfants, tu as tous des exercices adaptés pour tout ce qui est sport de combat, arts martiaux, de percussion, type la boxe, Ouais. pied-point, enfin le MMA, enfin voilà. Puis après, tu as tout ce qui est adapté arts martiaux de préhension, judo, lutte, jiu-jitsu. Et alors, tu as dernière chose, aussi tout ce qui est maniement du bâton, des armes traditionnelles, l'escrime, le cali escrime. Le Cali, ouais. Et donc voilà, chez l'enfant, donc, on part de 4 à 10 ans, puisqu'après, voilà, tu peux adapter chaque exercice. Voilà, tu peux. Donc chaque fois, on propose des variantes. Et donc plus ou moins, voilà, tu as aussi une vidéo où voilà, j'apprends un peu comment faire un cours, échauffement, corps de séance, retour au calme. Voilà, un peu expliquer. Et alors, le but, c'est vraiment j'explique aussi des objectifs éducatifs. Qu'est-ce qu'un objectif éducatif? Parce que oui, c'est bien. Parce qu'en soi, un enfant à cet âge-là, il va pas être. Lui, il comprend pas, mais c'est intéressant de savoir pour les parents Il va pourquoi. pas. Il va pas. Parce que parfois, les personnes mettent leur enfant dans les arts martiaux en disant ils vont apprendre à se défendre et tout. Mais ça va être autre chose. Ça va être encore un moyen, tu vois. Ça va être le moyen d'arriver. Et donc, qu'est-ce qu'on va travailler? C'est quoi? Le dépassement de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, le développement de l'empathie, la gestion des émotions. Donc, tu vois, c'est tout ça, c'est vraiment dans ce pack-là. Donc, c'est vraiment des objectifs éducatifs. Et le moyen, c'est vraiment les arts martiaux pour parvenir à ça. Et donc, après, voilà, ça va être le module 1, puis le module 2. Et puis, j'espère qu'on arrivera au module 54. Module 54, ce serait bien. Chaque année, un nouveau module. Voilà. Non, on verra. On verra d'abord comment ça va. Parce que voilà, c'est tout nouveau pour nous de faire ça. Et voilà, ça c'est un peu ce Quand qu'on c'est travaille nouveau, pour c'est l'instant. challengeant. Hein. Voilà, c'est ça qui est cool. En même temps, voilà, avec mes deux boulots, voilà, j'enchaîne. Et comme Prof, éducateur, éducateur, spécialisé et papa. et papa, ouais, surtout. 3. Voilà, 3, ouais, ouais. Et alors Pitchpack aussi, hein. Normalement, Pitchpack, il est là pour l'instant, c'est un peu moins, mais Pitchpack est là. Et voilà, maintenant Domojo qui. Donc ça fera 5. Voilà, un peu. Voilà. Donc je passe beaucoup de soirées à faire, mais je pense toi aussi, pour tes projets et tout. Ben, c'est-à-dire que, en fait, ouais, c'est. Les projets, en fait, moi je pars toujours d'un principe, c'est que tu as une idée, et si elle te reste dans la tête, c'est que c'est pas juste une idée, c'est une vision. Et si c'est une vision et que ça reste dans ta tête, il faut le faire. Quitte à ce que ça te prenne 1 an et demi, 2 ans, 5 ans de travail, il faut que chaque étape parvienne à le faire. Quoi. Parce que sinon, en fait, tu vas finir avec des remords. Mais une vie, t'en as qu'une. Exactement. Ouais. Et ça, tu vois, pour revenir un peu aux attentats, quand on a eu les attentats, on s'est dit ça, tu sais, on a vu la mort tout près. Ouais. Et on s'est dit, ouais, on vit qu'une fois. Qu'est-ce que je me prends la tête enfin. C'est un héritage que vous allez laisser, en fait, hein, par vos valeurs que vous allez transmettre et tout. Hein. Parce que maintenant, quelque part, pour moi, si, parce que c'est une source d'inspiration. Vous avez déjà laissé une partie sur YouTube. Je veux dire, c'est pas ça qui va vous rapporter de l'argent ou quoi que ce soit. On se comprend, mais vous transmettez un message qui ne va pas disparaître. À moins que d'un coup YouTube crash ou j'en sais rien, c'est la fin de l'humanité, mais en tout cas, le message, il est là et il va faire que grandir quelque part. Et c'est d'où vient la pêche, quoi. Et c'est d'où vient la parce pêche. Que pour moi, et la transmission de pêche est inébranlable. Non, mais vraiment, sérieusement, parce que pour moi, la pêche, c'est... Enfin, ou bien garder la pêche, c'est de rester positif, même si tu as que des problèmes. Pour moi, il y a beaucoup de solutions à des problèmes, tu vois. Et donc, le fait d'avoir un peu cette mentalité, d'avoir la pêche, c'est vraiment le fait de garder la pêche et de pouvoir être positif dans ce que tu fais. Parce que quand tu as un événement extérieur à toi dans ta life, ça dépend comment tu le vois. Par exemple, les attentats auraient pu nous transformer négativement. Ouais. Tu vois. Et c'est comment Mais c'est vous qui avez décidé de savoir comment est-ce que vous alliez réagir par rapport à la situation. Exactement. Ouais. Donc vous êtes responsable, peut-être pas des attentats, en tout cas j'espère, théorie du complot, mais tu es responsable de la manière dont tu vas réagir par rapport à ça. Exactement. Et ça, je pense, c'est quelque chose que, peu importe que tu sois viré de ton boulot ou que c'est la manière comment tu vois les choses, même que tu te fasses même plaquer par
dans une situation, quand tu es amoureux, ou parfois des événements encore plus malheureux. Je pense que c'est comment tu rebondis un peu Ouais. comment ta faculté de résilience. Et donc je pense, allez, voilà, même c'est très difficile, hein, c'est plus facile à dire, parce que parfois, et alors quand je dis ça, il faut pas croire que j'ai toujours la pêche en mode, donc il y a d'office des moments down, où je suis vraiment pas bien, et voilà. Mais après, tu as cette capacité de prendre du recul et de dire ouais, non, c'est peut-être pas si grave. Ouais. Et ça aussi, tu vois, pour rebondir aussi à un autre sujet qu'on abordait, on a toujours la pêche avec mon épouse, ou sur les réseaux, enfin, mais alors les gens ne voient pas, ils pensent que tu as tout le temps la pêche, tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça tronque un peu la réalité. Ouais, parce que combien de fois, par exemple, on va te croiser dans la rue, on te fait hey, la pêche! Bah oui, moi, et peut-être aujourd'hui, j'étais pas bien, tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. et donc, c'est parfois épuisant d'avoir. L'autre fois, je parlais avec. T'as quand même fait des squat jumps dans l'escalier, hein, quand même, donc t'avais quand même la pêche. Tu vois, Nicolas Pinon, je sais pas si tu vois. Ouais, c'est le prof à Parnasse. Hein. Et donc lui aussi, je discutais, il me disait, mais ouais, effectivement, toujours avoir la pêche, c'est super fatigant, quoi, parce que tu as une image. Parce que maintenant, les gens t'identifient à cette image. Bien sûr. Et donc, il suffit qu'une fois que tu es normal, et les gens vont se dire, bah, ouais, qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Tu vois, donc ça peut, il me dit, que ça peut être à double tranchant, quoi. Ben, franchement. Très bon prof. Hein. Très bon prof. Nicolas Pinon. Enfin, non, excellent prof. Pour moi, c'est. Moi, ça a été un top. Hein. Il m'avait suivi en stage, il m'a fait des trucs encore maintenant. Même, tu sais quoi, et ça c'est une exclue, le projet Tour du Monde, c'est une des seules personnes à qui j'ai parlé. Et j'étais dans le garage du Parnasse, tu vois, et je parlais avec lui et je lui dis, il m'a dit Leslie, fais-le. Et donc la manière dont il m'a dit, et lui. Ça fait le déclic. Il y a un enchaînement de déclic, hein, on peut pas dire. Enfin, ouais. Mais il a fait partie de. Ce jour-là, je suis rentré. Ce petit groupe qui t'a fait Voilà, tu vois, il y a des gens, c'est un peu, des gens que tu croises dans ta route, peut-être qui. Mais cette discussion qu'on a eue, elle a fort impacté, quoi. Et je le remercie encore, quoi. Et donc, où je lui disais un peu, et j'étais dans un truc, est-ce que je fais ça, pas. Il m'a dit, Leslie, voilà, fais-le, tac, tac. Et donc lui, il m'avait vraiment, il le savait avant plein de gens, quoi. Et donc il avait une écoute, et puis, tu sais, il a une manière d'amener des choses en toi qui permet de t'améliorer. Ouais, c'est vrai que moi, je garde une très bonne image de ce prof-là. C'est un tueur. Mais tous les profs, maintenant, c'est devenu mais dans l'ensemble, franchement, il y avait des bons profs. Ça, c'est clair. Exactement. Ben écoute, on arrive à la fin de ce Sportcast. Sportcast. Ouais. Officiellement le plus long, mais officiellement le plus enrichissant aussi. Hein. Comment tu tailles tous les autres? Ouais, mais voilà, mais en fait, ils étaient tous enrichissants. Tous les podcasts étaient enrichissants. Il y a eu de tout, en fait. Hein. On a eu des personnes qui étaient des embryons, c'est comme ça qu'ils le définissaient, de docteurs du sport. On a eu des personnes qui s'y connaissaient dans l'apnée, la respiration. Bref, c'était du lourd. Ouais. Mais Pitchpack, franchement, bah voilà, moi j'ai toujours bien aimé parce que cet aspect familial et tout ça que j'aime beaucoup. On avait fait un chouette premier live. Hein. Ouais, et là ça sera encore mieux. C'est dommage qu'il n'y ait pas ta femme et Liam avec. Voilà, parce qu'il a école demain et c'était un peu difficile à coordonner. Et en avril, on sera obligé d'en faire un autre avec tout le monde. Enfin, on laissera un petit peu de temps de repos quand même, mais on va dire plutôt à 4 là. Allez, c'est la fête. Et non, c'est cool. Ouais, non, mais en tout cas, un grand merci parce que ce que tu fais, parce que Mindfit aussi, toi, tu es passé d'éducateur spécialisé à faire tes formations en tant que coach sportif. Ouais. Et c'est génial. Même ce que tu fais avec Kettle, c'est super inspirant aussi, ce que tu fais, moi je trouve. Bah écoute, merci. Personnellement, ça me donne la pêche, quoi. Même tes stories, moi j'aime bien comment tu fais tes stories ou comment tu fais tes articles, c'est intéressant, tu vois, c'est fun et puis c'est instructif, tu apprends quelque chose et moi j'aime vraiment bien. Bah, c'est ce que j'essaye de transmettre, notamment via YouTube, etc., via Instagram. En fait, c'est pour ça, en Belgique, on a déjà des bonnes personnes, des youtubeurs, etc., qui sont enrichissants. Je pense à Kylian Hagen, etc. Mais je me dis, allez, il y a peut-être moyen de mettre un peu sa pierre à l'édifice parce que le kettle, aujourd'hui, c'est pas encore assez connu, qu'il y a énormément de personnes qui s'y connaissent, il y a d'énormes projets et il y a énormément d'entrepreneurs belges qui méritent vraiment de se faire davantage connaître. C'est pour ça que j'ai créé ça, justement. C'est cool. Donc voilà. Merci Nico. Merci à toi. Et la grosse pêche. La grosse pêche. Et big up à Master Dev. Master Dev, si tu nous écoutes, garde la pêche. Ok, c'est bon pour aujourd'hui. C'est magnifique. Bon. Je sentais que tu étais fatigué à la fin. À la fin, mais purée, ouais, on a tué. Hein.
Ça a duré Celui-là, en longtemps. plus, je l'ai pas senti passer. Ah, cool ça. Eh ben franchement, top. Ça fait quoi, 1 heure combien? 1h30. Waouh. C'est la pêche.